Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avanti-Nice, un numéro historique comme l'est la qualification de l'OGC Nice en quart de finale de Coupe de France, une première depuis 11 ans pour l'OGC Nice, une première défaite également dans la compétition, une première élimination prématurée en tout cas pour le PSG depuis 8 ans. C'est un match historique que vous avez forcément vécu avec beaucoup d'émotions devant votre télé, sur les réseaux sociaux également, et on va un peu prolonger le plaisir ce soir avec notre débrief. L'occasion aussi avec Cédric, avec Romain que je vais introduire juste après, en tout bien tout honneur, rassurez-vous messieurs, de faire également un bilan sur le mercato, puisque c'était également hier le dernier jour officiel du mercato. Pas trop de mouvements de dernière minute, mais voilà, c'est l'occasion de parler de tout ce qui s'est passé dans cette fenêtre, peut-être un peu moins agitée que prévu, mais voilà, on va débattre de tout ça. Je sais notamment que Romain, qu'on accueille avec plaisir. Salut Romain, comment ça va? Ça, ça va nickel. Bah, ça peut caler bien. Ah oui, Et bien par contre, sûr. je note un truc au niveau des jeux de mots. Tu montes crescendo hein, Ouais, au fil des mois. je suis pas sûr que ça monte en qualité vraiment, ça monte en Non, non, outrage, je pense, mais non, non, parce que je t'ai connu, Tonnerre de Brest, hein, quand on joue contre Brest. Mais oui, là, oui. ouais, Je me creuse déjà la tête l'introduction. pour le nom de l'émission, tu vois, pour essayer de faire le jeu de mots. Voilà. J'étais euh, très fier du serpent de Mercato aussi. Ça, je pense que c'est mon meilleur jeu de mots de l'année pour l'instant. C'était euh, c'est Voilà. podium minimum. Donc voilà, Romain avec euh, qui du coup on discutera, on débattra du Mercato. Je sais qu'on est déjà notamment pas trop d'accord sur le cas Brahimi, donc on va y revenir très bientôt. Vous avez entendu Cédric. Salut Cédric, comment ça va? Salut messieurs, bah ça va très très bien. On est un petit peu redescendu de l'euphorie d'hier soir, mais on va dire qu'on a passé Un petit peu une belle, sommeil, non? un petit peu sommeil, couché 1 heure, levé 5 heures, mais franchement, je me suis levé toujours avec la même euphorie et le kiff du match d'hier, de tout ce qui a pu se passer. Donc Ouais, franchement, ça va. c'est de la bonne fatigue. Moi, franchement, je la sens pas Exactement. passer. Je suis allé bosser avec mon maillot. Et puis, voilà, on a croisé Voilà. quelques clients qui eux-mêmes avaient leur écharpe et tout. C'était sympa. Franchement, ça fait longtemps. Et avant peut-être commencer par le bilan du mercato pour rapidement évacuer le sujet et parler de ce qui nous intéresse toutes et tous aujourd'hui. Encore une fois, cette qualification historique de l'OGC Nice pour les quarts de finale de Coupe de France. Ça fait, ça fait plaisir, je trouve. Le mot est vraiment adapté. Moi, je me sens vraiment sur mon petit nuage. Et ça faisait un moment en fait qu'on n'avait pas vécu une émotion aussi forte avec l'OGC Nice. On a écrit de très belles pages de notre histoire ces dernières années. Peut-être pas sur les 3 dernières, encore que il y a eu ce fameux doublé de Dolberg aussi face à Monaco. Mais je trouve là, voilà, une telle unité, une telle euphorie générale. Moi, personnellement, je pense qu'il faut aller chercher loin pour retrouver trace d'un tel moment. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah c'est ça. Moi, j'ai surtout l'impression que ce qu'on a retrouvé un petit peu, c'est un petit peu d'espoir avant même les matchs en fait. On avait un peu perdu ça, ou plusieurs supporters même rejoignaient un peu ce qu'on disait, ou je vais reparler un peu de l'époque Vieira, on va dire, sans forcément dénigrer, mais juste pour en reparler. On arrivait sur certains matchs, notamment comme ça, des matchs de coupe, ou si on tombait un pari ou n'importe qui d'autre peut-être. On se disait, ça y Euh, est, c'est fini, quoi. on avait très très peu d'espoir, faut être honnête. Donc je pense que ce qu'on a retrouvé, et surtout ce qui nous fait du bien, et ce qui nous fait rêver un petit peu maintenant qu'on est arrivé en quart de finale, mais je pense que c'est cet espoir-là de se dire en fait tout est possible en fait. C'est surtout ça, je pense. Romain, on va pas ouais. dire qu'on était sûr qu'on allait se qualifier, mais par contre, je pense qu'à tout moment, la plupart des supporters niçois se sont dit, il y a gravement la place, il y a gravement moyen que ça le fasse, et c'est peut-être ça aussi une nouveauté, c'est de se dire, on a eu le pire tirage possible, le Paris Saint-Germain à l'extérieur, et en fait, on y a été. Alors, nous, supporters devant notre télé et les joueurs également, on se souvient notamment de Morgan Schneiderlin en conférence de presse, mais on y a été en se disant, en fait, tout est possible et on y va pour gagner. Et c'est peut-être aussi la principale nouveauté de l'OGC cette saison, sûrement pas étrangère à l'arrivée de Christophe Galtier d'ailleurs. Mais c'est sûr, c'est sûr. Et puis en plus, bon, il y a eu le match aller déjà où franchement on aurait pu On passe faire un pas loin. À un résultat. poteau de Dolberg, on passe pas loin d'un gros coup, Exact, effectivement. exactement. Donc déjà ça te donne l'espoir. Et surtout après, bon, faut pas se le cacher non plus, ils avaient de nombreux absents et même à la base sans leurs absents, ils ont du mal cette année. Hmm. Donc en plus tu rajoutes à ça des absents. Mbappé de dernière minute, ah, franchement, bah voilà, c'est clair qu'il y avait toutes les planètes qui étaient alignées pour qu'on fasse un bon résultat. Mais c'est vrai que cette année, tu te dis que, bah voilà, tout est possible, comme le disait Cédric aussi, tout est possible.
on peut affronter n'importe quel adversaire. Tu te dis que bah voilà, on a nos chances et t'y vas pas la queue entre les jambes, peur de te prendre une valise. Non, t'y vas le couteau entre les dents. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est que cette année, j'ai l'impression que c'est vraiment un bon groupe. Tu vois, Mm. c'est des joueurs avec lesquels tu sais, t'as envie de suivre. Il y a des années, les équipes, bah, t'as moins de feeling, on va C'est les dire. joueurs de l'OGC Nice, mais je vais pas dire que t'as pas envie de les aimer, mais ils sont un peu interchangeables en fait. Alors que cette année, il me semble, Cédric, qu'on s'était posé la question dans un numéro à l'automne. On s'était dit, il manque pas grand-chose à cette équipe pour qu'en fait on ait envie de s'y attacher. Que pour l'instant, on Mais ressentait exactement. peut-être pas grand-chose pour cette équipe parce qu'il y avait eu beaucoup de changements, qu'on s'y identifiait peut-être pas énormément et davantage à Galtier. C'est aussi pour ça que la communication du club a vachement axé toutes ses communications sur Galtier. Il y avait peut-être un ou deux joueurs comme Todibo, comme Dante forcément, avec lesquels on a un attachement. Mais là, vraiment, enfin, c'est assez juste ce que tu dis, Romain. Mhm. Il y a peut-être un groupe aussi qui est né de cette victoire face à Paris, et j'espère que ce groupe va apprendre qu'en fait, s'il est capable d'aller gratter une qualification au Parc des Princes, bah, il doit rien s'interdire pour la suite de la Et- compétition, que ce soit la Ligue 1 ou la Coupe de France. Exactement. Et puis, de toute Ah, c'est manière, ça. on est tellement proche maintenant. Putain, t'élimines Paris, tu reçois Marseille. Enfin, voilà, Alors, quoi, au bout d'un moment, tout c'est, ça, on en parlera en deuxième partie ouais. d'émission, si Mhm. vous voulez bien. On avait dit qu'on commençait par le mercato, mais voilà. À peine j'ai prononcé le qualification face à Paris, on a eu envie de Ouais, ouais. partir là-dessus, et Eh oui, c'est forcément, bien normal. Je pense forcément. que vous nous en excuserez. Donc on Mais parlait c'est du, vrai que juste pour bien clôturer sûr. ce que tu disais, Sky, mais par rapport au groupe, il y a rien que ça me fait penser à deux petits trucs voilà, qui m'ont un petit peu frappé. Tu vois des mecs qui viennent d'arriver, des recrues qui sont pas là depuis très longtemps, notamment Amavi et même Brahimi qui vient d'arriver. Tu les vois hier Brahim, dans il le est là depuis le début vestiaire. de la saison, en fait. On nous l'a juste caché, mais moi, le Ah mec, ouais, j'ai même pas capté que c'était son premier match dans le groupe, en fait, quoi, quand tu non, mais c'est ça, tu le vois au moment des pénaltys, il est là, il harangue un peu tout le monde, il gueule sur Dante au moment de tirer son penalty pour l'encourager, tu le vois dans le vestiaire, il est debout sur la table à arroser tout le monde. Le mec, t'as l'impression, alors qu'il est arrivé 24 heures t'as avant, l'impression et qu'il t'as est formé l'impression, au comme club tu dis, bientôt, quoi. ben c'est ça, je pense que ça rejoint un peu ce que vous disiez dans le sens où je pense que ce groupe, il a quelque chose, je pense que Galtier a amené quelque chose à ce groupe, une petite étincelle qui fait qu'il y a un peu cette magie là des mecs qui viennent d'arriver et qui sont tout de suite dans le bon climat, donc ça c'est ces petits trucs là qui peuvent potentiellement t'emmener très loin, donc ça. Moi, ça me rappelle vraiment 2016-2017 aussi, Hmm. dans ce sens-là, en espérant une issue peut-être encore plus heureuse. On devient gourmand petit à petit, mais voilà, on aura Ouais. l'occasion d'en reparler. Parlons de ce groupe qui a évolué malgré tout cet hiver, alors peut-être pas autant ou dans la mesure que certains auraient espéré, et je m'inclus là-dedans, et on en reparlera au fur et à mesure de la discussion, mais faisons ce premier bilan du coup des mouvements qui ont eu lieu au mercato d'hiver. On l'espérait peut-être un peu plus animé, mais par contre, pour les standards de l'OGC Nice et ce qu'on a pu connaître lors des hivers précédents, ça a malgré tout beaucoup bougé, messieurs. J'ai l'impression quand même, on a, si je compte bien, une, deux, trois arrivées, quatre, si on compte le retour de près de Danilo, un, deux, trois, quatre départs. C'est malgré tout quand même, voilà, pas mal de, ça a pas mal bougé. Bon, est-ce que, avant de vous poser la question très, très générale, bah, peut-être allons-y directement. Est-ce qu'en un seul mot, après on reviendra ligne par ligne, est-ce qu'en un seul mot, vous êtes satisfait du mercato de l'OGC Nice? On se doutait, je pense qu'il n'y avait pas besoin de bouger énormément de choses quand tu fais une première partie de saison qui a eu quand même quelques hauts et quelques bas. On va pas reparler des petits trous d'air qu'on a eu notamment à domicile, mais tu termines la phase aller à la deuxième place. Je pense qu'il n'y avait pas besoin de bouger grand chose. Voilà, on a fait quelques petits ajustements. Donc moi, je pense que sur la majorité du truc, on va parler après du cas par cas, mais dans la majorité du mercato, je pense qu'on a bien travaillé, je pense. Romain? Moi, franchement, j'aime beaucoup. Voilà, puis ça, pour moi, on s'est renforcé. Et le mercato a été bien mené. Il y a eu quelques petites surprises, mais en gros, le mercato a été bien mené et je suis ravi de ce mercato, vraiment. Ok, très bien. Bon, on va revenir là-dessus dans le détail, un peu ligne par ligne, comme tu disais, Cédric. Commençons par le premier mouvement et certainement le plus important, sans trop m'avancer, je pense que vous me le concéderez également, c'est ce switch, ce remplacement éclair de Camara par Amavi.
on a déjà longuement parlé dans cette émission. Romain, on sait que tu étais toi le principal partisan convaincu en tout cas du retour d'Amavi. L'avantage maintenant, c'est qu'on peut aussi faire un premier bilan sur ses premières apparitions, parce qu'il a déjà subtilisé la place de titulaire à Melvin Barr, même s'il y a peut-être aussi des raisons physiques et notamment le Covid qui ont influé là-dessus. Donc effectivement, Hassan Camara était arrivé en fin de parcours à l'OGC Nice. Il digérait assez mal la concurrence. Donc, en tout cas, il n'arrivait plus à proposer une concurrence satisfaisante à Melvin Barr. Il a été relativement bien vendu, 5 millions d'euros. On se rembourse les 4 millions d'euros investis lors de son arrivée il y a 18 mois de Reims. On recrute Jordan Amavi en prêt avec option d'achat, une option d'achat de 5 millions d'euros, donc qui pourrait être une opération transparente si toutefois on décidait de la lever sur la base de ce qu'on a pu récupérer avec Camara. C'est financièrement très bien joué. Il y a aussi, comme tu nous le disais Romain dans une présente émission, le montage financier du salaire, où du coup on prend en salaire moins de la moitié, 40% de mémoire du salaire de Jordan Amavi. C'est un jeune, enfin plus trop un jeune maintenant, mais c'est un ancien jeune du club, formé au club. On connaît l'attachement qu'il a pour le club, et un attachement que nous supporters on partage pour lui. Il nous rappelle de très belles années de l'OGC Nice, il y a une petite dizaine d'années maintenant. Vu maintenant les performances de Jordan Amavi sur le terrain, je pense qu'on ne peut que valider ce mouvement. Ça a été une opération quasi transparente. On se garde la main en plus en fonction de l'évolution physique et sportive de Jordan Amavi, de prendre mieux l'été prochain. Mais en attendant, on ne pouvait pas faire mieux, je pense, tout simplement. Ouais, je pense que on attendait peut-être pas énormément d'Amavi, de par sa dernière saison avec Marseille, de par son physique, tout ça, qui était peut-être un petit peu douteux. Donc franchement, pour moi c'est une très belle surprise, parce que on parlait tout à l'heure du groupe. Je pense qu'il apporte quand même quelque chose une très bonne mentalité, et puis sur le terrain, honnêtement, pour moi il monte en puissance depuis qu'il est arrivé. Il enchaîne les matchs complets, hein. On pensait qu'il allait avoir un peu du mal physiquement peut-être, mais au final il enchaîne les 90 minutes c'est ça qui est impressionnant, c'est que même assez si facilement. on peut reprocher peut-être qu'il ne monte pas assez, ou qu'il apporte peut-être pas autant offensivement que Melvin Barr pouvait apporter, mais il tient avec le manque de rythme que tu évoquais par ses dernières saisons à Marseille. Il tient 90 minutes, et défensivement, en tout cas déjà, il tient vraiment son poste. J'ai pas souvenir qu'il ait vraiment été débordé dans un des matchs. Donc bien sûr, il n'a pas toujours eu des adversaires du niveau de ceux qu'il a eu hier soir. Mais il a déjà montré plus en 3 matchs que ce qu'Hassan Camara a montré en 18 mois. Je sais pas si je suis un peu vache de dire ça, mais il a montré plus de certitude en tout cas. Après, offensivement, il a peut-être encore de la marge. Bah après offensivement, je pense que ça viendra un petit peu après, parce que physiquement, ce qui est bien, c'est qu'avec un joueur avec son expérience, c'est que tu arrives à te gérer physiquement. Donc je pense que même Galtier, il doit lui dire ouais, de bien gérer les tâches défensives et de limiter les montées. Mais je pense qu'offensivement, on va le voir au fil des matchs, que bah voilà, il va commencer à reprendre physiquement, à être à 100%. Et je pense que là, on verra tout le talent de Amavi à ce niveau-là. Mais clairement, aujourd'hui, on gagne au change entre Amavi et Camara. C'est indéniable. Et aujourd'hui, moi, les gens qui critiquent, bon, je peux le comprendre, hein, parce qu'il est passé par Marseille et tout. Mais au bout d'un moment, le mec, il est parti. Il a jamais craché sur Nice. Il a toujours été présent, parce que, bon, moi, on me l'avait dit, mais il venait souvent au centre. Il venait dire bonjour à un maximum de personnes. Il est toujours très attaché à la région. Et voilà, c'est un mec, bah, il a jamais triché. Et puis même en écoutant Fournier aussi, bah, on voit qu'on n'a pas joué franc jeu non plus avec lui Quand il est quand il est parti à Aston parti. Villa, effectivement. Voilà, donc ça, c'est moi, je Son suis pas au mea courant. culpa à Fournier, je pense que ça va un peu aussi, ça va un peu redorer son image auprès des supporters qui, comme Ouais, tu l'as je dit, pense. étaient un peu sceptiques Réticent. sur sa mentalité, mais je pense que beaucoup ont compris que il y avait peut-être plus de fautes du côté de Nice que d'Amavi. Après, Jordan Amavi, ça n'a jamais été Mario Balotelli ou Loïc Rémy. Enfin, il a jamais Non, non voilà, plus c'est ça. voilà, célébré de Et ouf contre nous. Il a jamais, voilà, jamais bandé pour l'OM. Pardonnez-moi un peu le terme un peu cru, mais enfin, voilà, il a dû y aller. On sait que on a su à l'époque où on était en balance. Voilà, si Aston Villa, enfin, si on avait s'était aligné sur les demandes d'Aston Villa à l'époque, si on avait eu les moyens, j'ose croire qu'en fait il y aurait pas eu il y aurait pas eu de il n'y doute aurait pas sur eu le choix de sa match. destination. Non, non, et puis après, c'est un joueur, putain, moi j'adore, c'est ce que je disais à mon petit cousin. Je disais, mais tu vas voir, le premier tampon qu'il va mettre,
Ah, tu vas me dire, ouais, il est énorme. Mais en fait, c'est ça. Ouais, c'est plus le même Le mec, il gabarit met que le quand il est pied. parti. C'est sûr que Ouais. bon. Et puis, attends, et puis quand il met le pied, au bout d'un moment, le Messi te l'a fait voler, là. Mais voilà, ça manquait. Les autres années, ça manquait de mecs comme ça, comme Todibo aussi. Mais voilà, moi, je suis très content. À ma vie, franchement, ça t'amène un peu tout ce dont Galtier aime, la grinta, le mec qui gère pas ses efforts, voilà, il va s'appliquer. Et puis voilà, et puis c'est un jeune d'ici. Cédric, pour terminer sur Amavi, en plus, on rappelle, c'est quand même si les 2 dernières saisons ont été compliquées, un joueur qui a beaucoup d'expérience, y compris en Coupe d'Europe, ce qui peut être utile la saison prochaine si jamais il reste parmi nous. Il est international français aussi, même si c'est brièvement. Ça ajoute, mine de rien, un cadre dans le vestiaire, un cadre qui en plus a la culture locale, la culture du club. Est-ce que, enfin, je vais pas dire il en manquait un, c'est sûr, c'est pas Hugo Lloris non plus, hein, mais Dante qui était un peu seul et orphelin d'autres anciens du club, notamment avec le départ de Johan Cardinal, de refaire venir Jordan Amavi, c'est aussi voilà l'assurance d'avoir un autre joueur confirmé, un autre joueur issu du club et un autre joueur qui a l'expérience voilà internationale et européenne. Il n'y a peut-être pas tant de candidats que ça qui pouvaient cocher toutes ces cases. Non, mais clairement, hein, clairement, on a toujours, enfin, pour mon cas en tout cas, des fois, on a toujours tendance à oublier que c'est plus un pitchoun du club, quoi. Tu vois, il a un peu vagabondé. Il est parti en Angleterre, il est revenu en France. Maintenant, il est de retour chez nous. Je crois il a 27 ans, donc il a fait un peu ses marques à droite à gauche avant de revenir. Mais voilà, c'est clairement un mec d'expérience maintenant. À ma vie, on l'a vu. J'ai un trou de mémoire sur le match où Kefren Turam met son but incroyable là où il fait son rush là. Nantes. Mais voilà Nantes, on voit à ma vie, on voit à ma vie gueuler Ouais. sur Kefren pour lui dire d'aller au bout, d'aller au bout. Je pense que c'est clairement un apport sur plein de niveaux à ma vie. Donc pour moi, ça fait aucun doute que il va t'apporter énormément sur ces 6 mois. Et je pense même que si il continue, peut-être je m'avance un petit peu, je sais pas, hein, mais s'il continue sur cette lancée, il y aura peut-être un petit débat sur savoir si on va vouloir le garder ou pas, parce que je pense il doit être très très apprécié, je pense, du groupe, de Galtier, et même des dirigeants, je pense. Et puis c'est 5 millions d'euros, voilà, encore une fois, un joueur qui coche toutes Voilà. ses cases pour un tel prix. Voilà. Ouais, 28 ans le mois prochain, Jordan Amavi. Putain, le Pichoun Amavi qui a 28 ans, quel âge on a, les gars? Ouais, c'est ça en fait. Ça commence à piquer gravement là. Ah Ouais. ouais. Ah oui, je comprends mieux Ah les ouais. cheveux blancs que je vois dans le miroir. Hein. Bon, Ouais. écoute, Bon, moi les on voit cheveux des j'en vois cheveux, plus, oui, mais voilà. ouais, voilà. C'est ça. Moi c'est la barbe, mais Bon, on se commence à avoir des poils blancs dans la barbe, c'est moche. Bon, écoutez, je pense qu'on a tout dit sur ce switch Camara Mavi, qui je pense, sans trop m'avancer, peut-être la meilleure opération du mercato, en tout cas pour l'instant. Je vais un peu manger mon chapeau. Hein. J'étais vraiment pas fan de l'idée de refaire venir Jordan Amavi parce que voilà, très très compliqué ces dernières saisons, un peu peur physiquement. Là, sur ses premières rencontres, je pense qu'il m'a largement fait mentir et fermer ma grande gueule, et c'est une excellente chose. On verra après la suite. C'est bien de se garder, c'est bien en fait de l'avoir pris en prêt, d'avoir cette option, en tout cas de voir ce qu'il va donner dans les 4 prochains mois et de savoir ce qu'on va en faire après par la suite. Mais voilà, en tout cas, bon, de mon côté, première bonne surprise. Je sais que Romain avait déjà tout vu, tout prévu, un peu comme les résultats. Il est plus qu'à un match aussi niveau pronostic de me faire fermer ma grande gueule là sur le mois sur le mois de janvier. Mais bon, voilà. Écoutez, restons en défense centrale cette fois où on attendait malgré tout un mouvement de plus et il y a pas que nous, hein, c'était évoqué dans la presse par Christophe Galtier aussi, peut-être un défenseur central supplémentaire dont on avait besoin en cas de pépin de Dante notamment et peut-être effectivement aussi de Todibo. On avait le seul Danny Luke en réserve sur le banc. On avait vu ce fameux match où on avait aligné la charnière Todibo Daniyuk où ça s'était pas très très bien passé, donc on avait appelé de nos voeux peut-être un défenseur central confirmé. Point de défenseur central confirmé, puisque c'est du coup déjà Anja Oussou qui nous a rejoint suite à son 18e anniversaire en provenance du Racing Club d'Abidjan, donc il va intégrer petit à petit le club pro, mais aussi voilà, Danilo Barbosa qui, malgré de gros appels du pied de son agent en Grèce et notamment l'AEK Athènes, va rester faute d'une offre suffisante, qui n'a pas été gardée par son club au Brésil, qui n'a pas pu trouver d'accord justement voilà, avec l'AEK Athènes. Il va rester un peu par défaut. On a vu quelques beaux matchs à l'époque de Danilo Barbosa en défense centrale, plutôt à 5.
Mais voilà, c'est pas un système dans lequel on va jouer. En échange, on a ce départ en prêt avec option d'achat d'un montant non communiqué de Robson Bambou, qui est parti au Brésil au Corinthians. Est-ce que selon vous, on peut dire qu'on s'est renforcé en défense centrale? Et si on s'est renforcé, est-ce qu'on s'est renforcé dans la mesure que vous espériez au 1er janvier? Sans être méchant par rapport à Bambou, tu t'es forcément renforcé. En plus, il était blessé, donc même sans vouloir être méchant, voilà, il était inexistant sur la première partie de saison parce que non disponible. Tu mets quelqu'un à la place de personne, forcément. Numériquement, tu as ramené 2 joueurs par rapport à 0. Donc forcément, tu t'es renforcé. Voilà. Après, c'est toujours pareil. On a je pense, la chance, on va éviter le karma, mais on a la chance d'avoir 2 titulaires au poste de défenseurs centraux qui sont quasiment tout le temps là et tout le temps au top de leur niveau en plus, hein, donc Dante et Todibo. Donc je pense qu'avec Danny Luke derrière, trouver quand même un joueur qui aurait accepté d'être dans la hiérarchie derrière tout ce monde-là, et de jouer quasiment pas, hein, sur les 6 derniers mois, je pense que c'était très très compliqué à trouver. Il aurait fallu être plus que convaincant, je pense. Oui, sans Coupe d'Europe pour provoquer du turnover. Déjà, on voit Danny Luke qui a du mal, hein, parce que je veux dire, Dante Todibo, c'est imbougeable, ça peut jouer 40 matchs dans la saison sans forcer. Je pense que c'était très très compliqué de trouver quand même un profil qui aurait été ok pour venir dans cette hiérarchie là et sans sourciller, qui aurait apporté quelque chose. Voilà, Danilo Barbosa, ça c'est un peu la solution de facilité, mais d'un côté tu te dis, est-ce qu'il fera pas le taf 20 minutes face c'est exactement ça en fin de match, pas face aux gros clubs mais face aux autres, histoire de faire souffler Dante ou quelque chose comme ça? Bah, c'est exactement ça. Je pense que vraiment il connaît la maison, il a un petit peu joué au Brésil, il s'est peut-être un peu refait une santé auprès des siens, donc voilà, pourquoi pas sur les quelques mois qui restent à jouer, et le peu qu'il va jouer, comme tu as dit, je pense qu'il fera l'affaire beaucoup plus que Bambou, évidemment. Romain? Ouais, bah je peux pas mieux, hein. Je pense que de toute manière, aujourd'hui c'était impossible de recruter un mec voilà, pouvant concurrencer Dante Todibo, parce que voilà, on est à mi-saison et il sait très bien qu'il aurait eu que des miettes. Et puis bon, prendre un mec comme ça, on va le surpayer au mois de janvier. Donc autant garder un peu de liquidité pour cet été, et pour là vraiment investir dans un joueur capable de faire ce 3e si on a la Coupe d'Europe et tous les même matchs faire qui ce vont premier, s'enchaîner. Hein, parce qu'on peut aussi, Oui, selon bien la sûr. Coupe d'Europe Voilà. que tu joues, tu peux aussi dire que tu as besoin de trois défenseurs de niveau Non, équivalent. voilà, exactement. Donc c'est plus facile, d'après moi, à dire au mois d'août, de dire bon bah voilà, tu viens, vous serez 3, enfin vous serez 4, mais bon il y a la Coupe d'Europe, il y a le championnat, ça va faire des matchs. Enfin bref, et surtout que l'année prochaine, faut pas oublier qu'il y a la Coupe du Monde au Qatar, donc il y a le calendrier, il est tout chamboulé. On joue tous les 3 jours pendant des mois et des mois jusqu'au mois de novembre. Donc je pense qu'il va falloir un gros effectif, et je pense que voilà, la meilleure solution aujourd'hui, c'était prendre en interne Danilo. Au moins, il sera là aux entraînements, comme vous l'avez dit, et puis ça fera le 4e. Et puis bon, bah voilà, on pourra peut-être compter sur lui si on a besoin, à voir. Maintenant, je reste sceptique quand même sur ses talents de défenseur central, très sceptique. Mais bon, il avait montré un talent de libéraux plus que défenseur central. Voilà, cette fameuse défense à 5 qu'Adrien Urcea avait imaginé à l'époque de Lucien Favre et à l'époque voilà, et ensuite à l'époque de Patrick Vieira. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Moi, je vais quand même apporter un petit bémol, messieurs, c'est que dans le sens où si Dante se pète, moi je serre les fesses jusqu'à la fin de la saison. Hein. Enfin, s'il se pète, ou ne serait-ce que s'il y a le Covid, parce que bon, voilà, Dante n'a jamais été blessé dans sa carrière, à part cette grosse blessure qui, voilà, ne fait pas de lui un joueur fragile, hein, qui peut arriver malheureusement sur un coup ou un mauvais appui à n'importe quel footballeur. Là, on est quand même dans une période de Covid. Je veux dire, si tu manques, voilà, si tu as Dante en moins pendant 2-3 matchs, alors bien sûr, tous les clubs sont concernés par le Covid, et d'autres, voilà, nos concurrents directs verront peut-être aussi leur défense centrale et leur équipe amoindrie. Moi, je trouve vraiment que autant le 11 titulaire est vraiment performant dans ce secteur-là, mais je trouve que la défense, et notamment la défense centrale, c'est peut-être le secteur du jeu où on a le moins de voilà, peut-être le moins de turnover aussi, mais le moins de garantie et le moins de backup, quoi. Donc je suis un peu inquiet. Après, si le Covid ne vient pas s'en mêler, effectivement, Todibo, Dante, je pense que ça peut jouer tous les 3 jours jusqu'à la fin de la saison à un niveau stratosphérique.
on va en reparler Ouais. après, parce que je pense que toutes les semaines on dit, mais est-ce que ça serait pas leur meilleur match de la saison? On en a encore vu un hier qui est candidat à leur meilleure performance, mais voilà, moi je comprends l'argument que c'était compliqué d'aller chercher quelqu'un, et effectivement peut-être que tu allais surpayer un mec comme Agbadou que tu allais chercher dans un championnat mineur, mais qui était quand même titulaire, donc du coup tu t'aurais mis 5-6 millions, alors que peut-être qu'en mettant 15 millions cet été, tu trouvais le C'est ça. profil adéquat, mais voilà, là il faut vraiment, je trouve que s'il y a un secteur du jeu où on est en difficulté, c'est celui-là. Il faut vraiment Ouais, c'est sûr. espérer pour qu'il ne se passe rien physiquement. On va monter à la guet et puis ça ira. Voilà, écoute, déplacement, on peut organiser ça. Un petit déplacement en scooter à défaut du Louis II, tu vois, à la guet, ça peut être tout à fait folklorique. Là où il y a le plus de mouvement peut-être, et on en attendait, c'était sur les postes de couloir, devant au poste d'ailier. Alors ce n'est pas vraiment le mouvement qu'on attendait. On appelait vraiment de nos voeux un ailier droit confirmé, un peu le pendant de Justin Kluivert, d'essayer de rééquilibrer ça avec un Calvin Stengs qui a du mal à exister cette saison. Là, il s'est blessé en plus, donc je pense qu'on n'est pas loin de la saison à jeter, pour Calvin, à voir dans quel état il revient et comment il la termine. Mais là, c'est extrêmement compliqué. Je pense que la première saison d'adaptation restera une saison d'échec aussi pour lui, en espérant mieux pour la suivante. Finalement, c'est un ailier gauche, polyvalent. On sait qu'on peut jouer en pied inversé aussi, et qu'il peut jouer sur tous les fronts de l'attaque, Bilal Brahimi, parce qu'on l'a vu notamment avec Angers jouer aussi en pointe pendant la CAN avec les nombreux absents qu'il y avait du côté du SCO. Mais tu fais venir un jeune ailier gauche pour en faire partir un autre, avec le prêt de Lucas D'Acunha à Clermont. Donc on sait que c'est lui qui a demandé davantage de temps de jeu. Il en a davantage, il a déjà même marqué avec son nouveau club, nous aidant bien dans la course à l'Europe notamment. Et on a Alexis Claude Maurice qui, on sait, est plus à l'aise dans l'axe, mais a pu aussi jouer en 4-4-2 à plat à gauche avec Lorient, là où il s'était vraiment illustré en Ligue 2. Il a dépanné aussi dans un 4-3-3 à l'époque à gauche, même si c'était pas formidable, mais on sait qu'il peut avoir du temps de jeu à ce poste-là, qui lui est resté finalement contre un peu toute attente, parce que c'était vraiment le pronostic sûr de le voir partir gratter du temps de jeu. Il a refusé Metz, il a refusé Brest. Donc voilà, avec la synthèse d'un peu toutes ces informations-là que je vous ai données, est-ce que c'est pas un peu tout ça pour ça? Tu fais partir un jeune joueur, t'en refais venir un autre. Finalement, Claude Maurice reste. Est-ce qu'il y a vraiment eu une plus-value dans le mercato sur les postes offensifs? Moi, je pense que c'est plutôt par rapport à D'Acunha ou à Claude Maurice qui est finalement resté de ça. Je pense que concernant Brahimi, c'est surtout le profil, je pense, qui a dû plaire, parce que c'est pas du tout le même profil qu'un D'Acunha, ni qu'un Claude Maurice. Voilà, je pense que le profil a dû plaire à Galtier et au board. Maintenant, voilà, plus à l'aise peut-être en 1 contre 1 aussi, et du coup ça en fait plus costaud, peut-être par rapport à plus le pendant de Kluivert. On sait qu'il a fait sa post-formation en Angleterre. On a vu que le garçon il a pas peur d'y aller apparemment. Ouais, il a pas peur d'y aller. Je pense que Galtier, on connaît un peu ce que demande Galtier à ses joueurs, donc je pense qu'il était peut-être pas satisfait du profil de Stengs, de la crainte un peu qu'il a. On le voit, c'est flagrant, quand Stengs joue, il a un peu cette crainte du contact. D'Acunha qui était pas du tout ce profil-là, Claude Maurice qui joue très peu. Donc je pense que ça a été une question d'opportunité, une question de profil. Mais maintenant, est-ce qu'on s'est renforcé? On verra bien, Moi, tout à l'heure, je parlais de hors terrain de Brahimi, déjà, comment il s'est moulé un peu dans cet effectif-là. Donc, je pense que ça peut lui faire du bien d'arriver, d'avoir un match un peu incroyable comme ça à Paris, une qualification, ça. Je pense que ça peut directement le mettre dans de bonnes conditions. Maintenant, c'est son talent et son football qui va parler, mais voilà, c'est juste un peu, on va parler un peu plus de lui et du prix qu'on a mis dessus, mais je pense que ça reste un peu plus cohérent que ce qui était annoncé au départ, et maintenant j'attends de voir un peu plus de lui, mais j'espère que ça sera sympa. Romain, Cédric a dit le mot opportunité. C'est un mot qu'a utilisé Christophe Galtier, qui a dit, alors j'ai plus les termes exacts en tête, vous allez me corriger si je déforme ses propos, mais qui a dit c'était pas forcément ce qu'on ciblait et ce qu'on voulait au départ. Après, Bilal Brahimi a représenté une opportunité, on est très content qu'il soit là, tout ça. Mais voilà, il a bien dit que c'était pas forcément ce qui était ciblé au départ. Donc on sait qu'après le mercato, il y a beaucoup de bullshit aussi. Tous les noms n'étaient pas forcément fondés, mais que ce soit un Justin Gard, un Julian Alvarez, par exemple, un Brian Gil,
en prêt. Voilà, c'est des profils extrêmement différents les uns des autres, mais aussi différents de Bilal Brahimi. Là, tu mets 7 millions d'euros sur un jeune joueur qui a vraiment des bouts de match en Ligue 1, que Angers avait fait venir pour une somme extrêmement modique, 1 million d'euros, je crois, au mois de septembre, il y a moins de 4 mois. Voilà, est-ce que, alors au-delà de l'opération financière, parce que s'il faut dans 2 ans, on le vend 30 millions et ça aurait été un super coup, hein, c'est tout à fait possible, mais c'était pas vraiment ce que le club espérait de leur propre aveu. Est-ce que toi, c'est ce que tu espérais, Romain? Après, on sait que tu es très enthousiaste sur le joueur, mais voilà, est-ce que tu penses que c'est le bon choix? Moi, après, déjà, dans un sens, je préfère un transfert sec plutôt qu'un prêt irréalisable comme du style Ndombele à Lyon, avec l'option d'achat, quoi. Ouais, Donc, 65 millions option d'achat, je crois. ouais, voilà. Donc, moi, aujourd'hui, tu as un mec, un jeune, qui, sincèrement, même s'il jouait pas beaucoup à Angers, les supporters angevins, eh ben, mine de rien, ils le regrettent un petit peu. Donc, comme il dit Galtier, et d'après moi, ils ont eu cette opportunité. Ils n'ont pas pu avoir mieux parce que peut-être inaccessible au niveau salarial ou au niveau transfert. Donc aujourd'hui, tu as un joueur qui est au club, qui a signé pour 4 ans et demi, je crois, ou 3 ans et demi. Enfin bref, qui va être là donc sur la durée. Et pour moi, C'est 3 ans et demi avec une année en option. Hein. Juste en train de voilà. vérifier, du coup, voilà. Bon, donc il va être là sur la durée. Et en plus, pour moi, tu te renforces. Et pourquoi? Parce que ça peut être le remplaçant de Kluivert, parce que c'est un mec qui aime bien percuter, etc. Donc ça peut être le remplaçant de Kluivert. Mais comme on l'a vu aussi contre Paris, il peut remplacer pour moi Boudaoui aussi, parce que je lisais un truc sur lui où il fait énormément d'efforts, où c'est un mec qui fait énormément d'efforts, qui avale beaucoup de kilomètres, et c'est quelqu'un de très généreux. Donc aujourd'hui, on sait que Boudaoui, dans le schéma de Galtier, c'est un élément quasi essentiel aussi, même si nous des fois on le critique, parce qu'il t'amène de la stabilité au milieu de terrain, il t'amène cette base, on va dire, défensive, où lui va être très défensif. Mais je pense que un mec comme Brahimi peut jouer ce rôle par ses courses qu'il arrive à renouveler, en fait, que ça soit offensive ou défensive. Donc, pour moi, c'est un profil qu'on n'avait pas forcément, parce que c'est un autre profil que Kluivert, mais j'irais même à dire que ouais, c'est un mix entre peut-être Kluivert, Boudaoui, je sais pas. Après je l'ai pas assez vu jouer, hein, je vais pas mentir, mais par rapport à ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu, ouais, c'est quelqu'un sur qui moi je suis très content de son arrivée, et vous verrez qu'il va nous apporter par son envie et peut-être sa fougue aussi un petit peu. Mais voilà, moi c'est pas le profil d'un Acuna. Peut-être que c'est moins technique, c'est moins fluide, c'est moins beau à voir jouer, je sais pas. Mais en tout cas, je sais que l'envie sera là, et voilà, ça colle parfaitement à l'équipe qu'on a cette année, quoi. En tout cas, fait rare dans ses anciens clubs, pardon, que ce soit le Stade de Reims, le SCO d'Angers ou le Mans, tout le monde est unanime et dithyrambique sur lui. Hein. Donc déjà, ça, C'est voilà, ça. Oui. ça nous donne C'est bon signe, déjà. un bon a priori, mais c'est vraiment bon signe. Mm. Tout le monde est dithyrambique sur lui. Après, bon, l'opération financière, on verra bien si on fait une méga plus-value derrière. Ça sera gagnant-gagnant pour le SCO comme pour nous. Mais voilà, en tout cas, c'était pas forcément le profil attendu par le club. Après, ça peut être malgré tout une excellente opportunité. On verra bien ce qui va se faire dans les prochaines semaines pour Bilal Brahimi. Histoire d'être tout à fait complet sur le mercato, l'information, en tout cas, vous a peut-être échappé, puisqu'elle est tombée en pleine euphorie générale de la qualification face au Paris Saint-Germain, à laquelle on va venir immédiatement après. C'est le départ de Deji Sotona, qui est parti du côté de Brentford, un club que l'OGC Nice connaît bien, et inversement, puisque il y a Neil Maupay et Saïd Benrahma qui se sont éclatés là-bas il y a quelques années. Donc un départ en prêt avec option d'achat, pareil, une option d'achat non communiquée pour un joueur qui n'a jamais vraiment joué à l'OGC Nice, qu'on n'a jamais vu avec les pros, qu'on a très peu vu avec la réserve, même si forcément les championnats de réserve se sont aussi beaucoup arrêtés avec la situation sanitaire que l'on connaît depuis maintenant 2 ans. Voilà, messieurs des Sotona, bon, si on récupère de l'argent si jamais il vient à s'imposer dans l'équipe 1 de Brentford, tant mieux. Mais enfin, je pense que là, en parlant, je rappelle peut-être aussi à certains de nos auditeurs l'existence de ce joueur et sa présence à l'OGC Nice. Donc, je vois pas très bien ce qu'on peut dire là-dessus. Mais voilà, ça fait partie d'une vague de mouvements avec Cavern Williams, dont on n'a pas beaucoup plus de nouvelles.
Flavius Daniliuk qu'on a vu un peu plus, et un Zion Hatta qui lui joue par contre avec les jeunes, qui a notamment joué en Gambardella. Mais voilà, là Deji Sotona, ça avait quand même tout l'air aussi d'être un joueur à potentiel, mais dont on n'a jamais eu même le plaisir de pouvoir constater par nous-mêmes s'il en avait ou pas. Moi, de ce que je sais, aujourd'hui, les trois là qu'on a pris là, les trois mousquetaires là, Atta, Williams et je sais pas Les trop trois qui là, mousquetaires. Sotona. Et d'Artagnan. Ah, ouais, voilà, ouais. Je sais pas qui c'est d'Artagnan, mais non, en tout cas, non, ils sont nuls. Hein. Zion Hatta, il joue déjà au moins en Oui, Gambardella. oui, Donc, oui, si voilà. il est- Romain, il a même pas, il a pas été, comme, il a pas fait de virage, rien. il a manqué de Bravo. respect. Non, Ils sont non, nuls. parce que Allez. non, Bah, parce que Zion Hatta est c'est ce titulaire qu'on- avec les U19, donc on peut peut-être lui laisser euh, une petite chance déjà, tu vois. Mais... voilà, mais tu verras qu'elle est infime, quoi. D'accord. Mais, Oh la vache. mais par contre, non, mais parce que c'est des échos que j'ai, hein, ils sont nuls. Voilà, c'est Mais Sotona. c'est incompréhensible quand même d'avoir Mais non, été mais c'est chercher ça. ces mecs-là à Tu United. penses, tu penses, Cédric, que quand Romain écoute le podcast et qu'il est pas dedans, il dit, il dit la même chose, genre, franchement, c'était nul. Non, Le mec, il Ses est sans potes, ils nous pitié, défoncent, quoi. il est sans pitié. Il est Non, sans je pitié. vous aime bien, mais vous étiez nuls, les gars. Ok, d'accord. non, mais après, c'est vrai que On va quand je pleurer suis plus pas, loin. il y a un manque, mais après, mais, Un manque de niveau, tu veux dire? bah, bien sûr, mais bon, ça après, Il y a des vous pronostics de comprendrez. Sky, c'est dégueulasse en plus. C'est vraiment- Non, je plaisante. Non, mais voilà, des retours que j'ai, parce que j'ai quand même demandé, j'ai dit, mais putain, mais ils sont où ces joueurs? En se disant, c'est des pépites, c'est le gratin mondial bientôt, on me disait. Mais non, on m'a clairement dit, mais ils ont pas le niveau, quoi, c'est nul. Et la preuve, à part Zion Hatta, là, je sais pas trop quoi, mais le Williams et le Sotona, même pas, ils jouaient en réserve, hein. Ils faisaient rien, C'est le rien. tout fauconnier anglais, quoi. Ouais, mais franchement, tu te demandes. Mais après, tu peux te poser des questions par rapport aux agents, par rapport aux trucs. Mais, ou je sais pas. Après, on est tellement en galère au niveau de la formation que je pense qu'ils essayent de piocher un peu Ouais, ils ont des tenté, hein. joueurs pour remonter le... Ouais, mais je pense que c'est ça, parce que, Ce qui peut être une bonne idée quand on voit Daniliuk, par exemple, qui est lui Ouais, bien sûr. des quatre mousquetaires, et vraiment la grosse voilà, réussite qui est immédiatement c'est dans d'Artagnan. dans le moule pro, c'est d'Artagnan. Voilà. Voilà, Il y avait pas d'Artagnan. aussi un Belge là Dans les mousquetaires? Non, non, Mm. non, qui était arrivé là. Oui, il y a Junior Diomandé, c'est Voilà, ça? Junior Diomandé, c'est ça. Voilà. Ah, Bon, Et lui, lui aussi, par contre, je sais pas. lui, on Je sais l'a pas. vu déjà sur Mais des lui, il entraînements joue pro. aussi ou Ah, il est inexistant et il est chez lui comme Isan Sako. Non, il joue. Non, lui, il joue un petit peu quand Voilà, même. rappelons Ça, qu'Issan je le Sako est vois. également toujours à l'OGC Nice. Hein. C'est vrai que voilà, c'est Oui, oui, encore, non, mais encore on plus fait tout le flippant temps que des- Deji Sotona. On fait des piqûres de rappel comme ça. Ces personnes existent vraiment. Voilà. Voilà, on est mauvais parce qu'en plus on sait que Issan Sako, bon, même s'il n'a jamais franchement eu le niveau attendu, Mais c'est un bon gars. voilà, il souffre aussi de la situation et d'être maintenant complètement invisible aussi sur le marché des transferts. Ouais. C'est assez compliqué. Mm. Voilà. Alors qu'il y a une alarme qui sonne en fond parce que j'ai prononcé le nom d'Issan Sako. Ça devient un nouveau running Je gag, suis- ça. Du moment, je suis- du moment que tu parles je- d'Issan je- Sako, c'est fini. C'est- C'était pour les effets sonores. Bravo. Donc, Franchement, on j'ai monte demandé à en ma gamme copine de mettre le techniquement. micro-ondes. Bravo. Ouais, c'est- Voilà, il y a la fille de Brice qui hurle dès qu'il dit du mal de Dolberg, et il y a la copine de Romain qui, dès qu'on dit Issan Sako, vite, l'alarme de la bagnole. Bon, Ouais. bref, voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour un peu de ce mercato. Donc, un mercato, si on devait donner une note sur 10, vous donneriez quoi? Ou une gommette de couleur, parce qu'il paraît que les notes ne se font plus, du coup. Donc, Ouais, voilà, une gommette de couleur, je dirais un vert. Allez, un vert, moi je suis content. Un vert. Moi aussi. Moi, je reste sur le vert aussi. Ok, très bien. Moi, je vais mettre un vert pomme. Voilà. Un peu pâle quand même, parce que ça aurait Voilà. pu être un vert gazon. Un peu pastel, vraiment, un peu voilà, pastel. Voilà, pastel, Voilà. pastel, c'est très bien. Voilà. J'ai un nuancier de Stabilo devant moi, je vais chercher pendant l'émission lequel et je vous posterai ça sur les réseaux sociaux. Ça n'intéresse personne. Donc passons tout de suite à notre débrief quand même de ce match historique, voilà, génial, fabuleux. Je pense qu'on manque de superlatifs. Vraiment, cette qualification de l'OGC Nice au terme d'un match homérique et d'une séance de tir au but à suspense. On arrive à aller jusqu'au 7e tireur quand même, malgré tout, pour se départager des tenants du titre de la compétition, hein, d'ailleurs. L'OGC Nice, du coup, qui après, et vous faisiez bien d'en parler, messieurs, après un match aller où déjà on avait réussi à décrocher ce bon résultat, ce 0-0, où on avait peut-être malgré tout davantage souffert, si ce n'est la belle action de Dolberg. Bah écoutez, peut-être commençons par ça. Est-ce que vous avez, enfin,
comment vous appréhendiez ce match, tout simplement, après ce bon match aller? Est-ce que vous pensiez qu'on était capable de reproduire la même performance? Et est-ce qu'au final, on n'a pas été même agréablement surpris par ce qu'on a vu? On reviendra forcément après individuellement un peu plus, mais collectivement, est-ce que c'était pas même encore mieux que ce qu'on avait proposé en championnat au Parc des Princes? L'appréhension, je pense que tu parlais d'appréhension, je pense que quand tu joues Paris en tant que supporter, tu as toujours quand même un petit fond d'appréhension où tu te dis quand même c'est Paris en face, ça peut marquer à n'importe quel moment. Mais d'un autre côté, le Nice de cette année, le Nice de Galtier, tu sais entre guillemets sur les 5 premières minutes la température du match, quoi. Tu sais Après, si tu vas... meilleure équipe de France à l'extérieur, hein. On a pas exactement. répété la stat, mais en plus de ça, c'est peut-être l'avantage de les jouer au parc, c'est de te dire à l'extérieur, on n'a rien à craindre, même si eux, ils restaient sur 15 victoires en 16 matchs à la maison aussi, effectivement. C'est ça. Ça faisait quoi, 45 matchs qu'ils n'avaient pas perdu à domicile, je crois. Un Ouais, truc je comme crois ça. qu'ils avaient pu. C'est le premier match de Coupe de France où ils ne marquent plus aussi depuis je sais pas combien de temps. Oui, Genre non, mais depuis... il y a énormément de stats. Alors c'est pour ça que quand j'entends l'autre bamban de RMC là, Écoute, tu sais quoi, c'était pas le premier thème que je voulais aborder, mais on s'est lancé là-dedans. Donc, ouais, voilà, vas-y, quand on on parle écoute là-dessus. Y a pas de souci. les grosses bambanes d'RMC qui dit qu'on est une équipe qui insulte le football, bah voilà, on a donné quelques stats, même si le foot n'est pas fait uniquement de statistiques, se dire bah est-ce que vous avez trouvé collectivement que Nice, en essayant d'être le maximum objectif, même si on ne l'est pas, mais à la fois la bambane d'RMC, on connaît son supporterisme du Paris Saint-Germain, donc je pense pas qu'il soit plus objectif que nous, bien au contraire. Est-ce que vous trouvez que Nice, là, hier soir, a été une équipe qui a mis le bus et qui a proposé une parodie, une négation de football? Parce que honnêtement, moi je trouve que Mais c'est une analyse qui est au mieux Barre PMU, ignorante. quoi. Ouais, voilà, mais vraiment au mieux ignorante, barre PMU, et au pire, très franchement malhonnête, parce que je peux pas croire que quelqu'un qui travaille sur une radio nationale comme ça, euh, en étant de bonne foi, soit aussi ignare et nul dans la compréhension du ballon. mais Je non, je c'est me sûr. permets, Romain, Vas-y. de réattaquer. Mais alors déjà, voilà, tu parlais de journalisme, de mecs spécialisés dans le football quand même. Ah, alors ça, c'est toujours pareil, hein. Moi, j'entends qu'est-ce que c'est en fait ne pas être une insulte au football en fait. C'est-à-dire qu'il faut faire quoi, des passements de jambes toutes les 10 secondes, marquer. Il fallait quoi, leur en planter 6 en fait à Paris? Je veux dire l'attaque autant que la défense en fait, ça peut être du beau jeu en fait. Une équipe qui défend très bien peut être une très belle équipe. Je comprends absolument pas ce, Alors, ce, surtout ce- que, enfin, ça a été notamment un sujet de débat sur les réseaux sociaux, on sait, avec l'arrivée de Pascal Duprat, par exemple, à Saint-Etienne, voilà, ou d'autres entraîneurs qu'on peut avoir comme ça dans le championnat de France. Mais alors oui, il y a le débat bien défendre, et je suis assez d'accord avec toi, mais en plus, on ne peut quand même pas résumer l'OGC Nice à une équipe qui a défendu. Je veux dire, des occasions, on en a eu. Ah bah non, mais on a Alors, plus que je pense. Je pense voilà, qu'on a, hormis les 5 dernières minutes où Paris a essayé jouer de son lâcher les bateau, ouais, mais chevaux et de mettre tout le monde devant et nous en fait on s'est mis sur ce qu'on sait faire, hein, en mode guerrier, c'est-à-dire que t'en avais la moitié qui pouvait partir à la guerre, hein. On parlera des individualités de Todibo et du reste, mais tu t'es mis en mode OGC Nice Galtier quoi, sur les 5 dernières minutes et Paris se sont cassés les dents comme jamais. alors, Mais mis à part ces 5 on dernières n'a pas eu la minutes, possession de balle, mais comme tu disais, on a eu des mais occasions, c'est plus je sais pas, mais on aurait même pu tuer le ah bah match plus franche en tout cas. on aurait pu tuer le match dans le jeu, tout à fait, hein, avec un peu plus de lucidité dans la surface parisienne. Mais moi j'ai pas souvenir après je vous laisse la parole, hein. Mais si je me remémore comme ça le match, j'ai pas souvenir d'une parade de Boulka par exemple, comme une parade de Donnarumma face à Kluivert par exemple, ou un truc comme ça. J'ai pas souvenir d'une parade de Boulka qui va faire grand chose dans ce match quoi. Donc pour moi Il y en oui a une en on a fin eu de match, effectivement, mais à part ça, et encore, la bah balle lui vient dessus, quoi, donc c'est pas non plus. bah voilà. Mm. Non, mais Je cède la parole à Romain. non, mais c'est moi, putain, j'ai écouté ça hier, mais je te jure, j'ai appelé RMC et tout, hein, ils m'ont pas pris, hein. Bah non, Mais mais attends, alors déjà, je suis désolé, Romain, mais pourquoi tu écoutes ça, quoi? Enfin, parce que j'étais avec mon cousin et puis on s'y attendait à ce que ça bave, parce que déjà on voyait sur Twitter le Riolo et l'autre là, je sais plus qui c'est aussi, bon, qui prenait partie prenante pour Paris, et puis voilà, ça commençait déjà à chauffer sur Twitter. Et donc voilà, on voulait juste écouter ce qu'il allait dire, mais c'est pas possible. Il y a aucune bonne vision de ce qu'on a produit hier.
Sincèrement, moi j'ai trouvé que rien que déjà sur nos sorties de balles, des équipes qui mettent le bus, je veux dire, on en a eu Tu mets à un drop, l'Alliance. tu mets un drop à 60 mètres. Tu ressors pas Exactement. en me demandant à Metz, Thuram de mettre un petit pont et tout, quoi. Enfin, c'est pas. Non, mais c'est ça. Metz, non Tu mais fais des sorties de balles Metz, incroyables, hein. voilà, Metz, ils ont mis le bus, ils ont mis le double bus quand ils ont joué contre nous, et en plus, ça restait 20 ans par terre, et patati patata. Nous, je suis désolé, contre Paris, quand même, t'oses faire ressortir les ballons proprement, en 1-2, enfin bref, à prendre des risques dans les passes, dans les transmissions, pour après contre-attaquer. Mais je veux dire, tu peux pas dire que oui, certes, on a défendu, oui, et en même temps, en face, c'est Paris, quoi. C'est pas n'importe qui, même au niveau européen. Donc aujourd'hui, oui, enfin hier, on a joué notre jeu, on a joué, on a suivi un plan de jeu qu'avait mis en place Galtier. On l'a très bien suivi. Tout le monde s'est mis au diapason, tout le monde a élevé son niveau de jeu. Et voilà, et ça a donné un match, pour moi en tout cas, certes, il y a la victoire au bout, mais même si on avait perdu au penalty, j'aurais tenu le même discours. Mhm. Pour moi, ça m'a plu de voir 11 guerriers sur le terrain, même avec les entrants, je crois qu'il y en a eu 4, ou peut-être 5. Bon, enfin bref, 16 guerriers sur le terrain, et tout le monde s'est mis au diapason. Et je trouve qu'on a livré une belle prestation contre Paris. Et aujourd'hui, c'est pas de notre faute si Paris met pas un pied devant l'autre, si Mhm. Messi c'est l'ombre de lui-même. Ça, c'est pas de notre faute s'ils n'arrivent pas à mettre d'intensité, etc. Bon voilà, nous en tout cas, on les a fait déjouer. Et au final, moi je trouve que c'est une victoire méritée par rapport au nombre d'occasions qu'on a eues. Voilà. Ah, mais J'allais dire Cédric, hein, juste, Mhm. je te fais la Vas-y, passe, vas-y, bien la sûr. passe décisive, hein, mais ce que disait Romain, c'est qu'effectivement, collectivement, on a sûrement été meilleur que Paris. Alors oui, on n'avait pas la possession de balle. Peut-être que le jeu défensif avec des transitions rapides, c'est peut-être pas ce que les journalistes aiment en particulier. Je suis même prêt à faire un débat là-dessus en disant que c'est pas ce que j'aimais. J'étais un peu sceptique de l'arrivée de Christophe Galtier parce que ça a changé de ce qu'on avait vu avec Claude Puel, avec Lucien Favre. C'est sûr, ça change un peu l'ADN du jeu que l'OGC Nice a essayé un peu de promouvoir ces 10 dernières années. Bon, c'est toujours mieux que ce qu'on a eu depuis 3 ans, hein, bien sûr, mais voilà. Mais tu peux pas dire que c'est pas cohérent tactiquement, que c'est pas bien huilé, que c'est pas bien fait. Les sorties de balles rapides, en une touche de balle, il y en a eu. Je trouve qu'on est vraiment en progression Exactement. là-dessus. On a eu des joueurs, que ce soit Todibo, que ce soit Thuram, que ce soit Kluivert, qui ont vraiment montré de belles choses quand tu es amateur de football. Moi, je rejoins, j'irai même plus loin que ce que tu dis, Romain. L'équipe qui a fait insulte au football hier, c'est le Paris Saint-Germain, avec une telle addition de talent, d'être une équipe de santons qui n'a pas bougé, qui n'a pas été capable de se procurer plus d'occasions que l'OGC Nice, qui n'a rien montré, qui a passé son temps à chialer par terre aussi. Pour moi, c'est ça l'insulte au football, c'est que tu as tellement le matériel de faire mieux avec cette équipe, tu n'arrives pas à le faire, et tu as une équipe qui est mieux foutue tactiquement que toi en face. Pourquoi ça serait Exactement. l'équipe défensive qui insulterait le football? Voilà, c'est vrai que désolé, ça a été un peu plus Non, non, long il y et a un peu moins aucun souci. décisif comme passe, du coup. J'avais bien tel, gardé la parole tout à l'heure. Donc tel Bamogo, je me suis emmêlé dans mes passements de jambes dans la surface et j'ai chuté. tu t'es auto-taclé. Tu t'es Voilà. auto-taclé. Mais non, mais pour moi, clairement, hier, tu fais entre guillemets le match parfait contre Paris. On sait qu'ils aiment avoir le ballon, on sait qu'il leur manquait du monde, qui sont un peu critiqués en ce moment, Pochettino, Messi et toute la clique là. Donc, Galtier, il a absolument parfaitement bossé son sujet. Il savait exactement comment les contourner. Il avait fait le même coup l'année dernière avec Lille, hein, si j'ai bonne mémoire. Donc il fait le coup parfait. Pour moi, tu fais le match qu'il faut faire contre Paris pour les taper, quoi. Alors c'est sûr, c'est bien Exactement. beau. Si tu vas en mode Joga Bonito, tu tentes le tout pour le tout, tu l'attaques Ils ont été offensive. valeureux, les Niçois, ils en ont pris 4, hein, mais Voilà, c'est c'est ça. bien. Merci d'arrêter des Voilà. bons partenaires Ouais, mais d'entraînement. c'est C'est exactement vraiment. ça. Mais voilà, c'est Exactement exactement ça. ça. Et moi, je vais juste revenir sur ce que tu disais, Sky, tout à l'heure, par rapport au scepticisme que pas mal de supporters peuvent partager, hein, par rapport à Galtier, le jeu qu'il prône, tout ça. Moi, ce qui me fait quand même plaisir, c'est que sur un match comme ça, encore une fois, euh, malgré que voilà, c'est complètement différent de ce qu'on a pu voir avec Lucien Favre, avec Claude Puel, par exemple, sur des saisons extraordinaires. Mais il y a quand même quelque chose, je trouve. C'est différent, voilà, encore une fois.
c'est beaucoup d'agressivité, beaucoup de pressing, de la verticalité, beaucoup de contre-attaques qui sont jouées à une vitesse folle. Mais encore une fois, Galtier en conférence de presse, il arrive sur un match comme ça, il est calme et il te dit que c'est pas encore ce qu'il veut parfaitement parce que il attend encore plus. Donc lui-même, je pense il sait qu'il peut faire beaucoup mieux parce qu'il a le matériel pour. On parlait tout à l'heure de matériel avec Paris, mais je pense qu'il a le matériel avec Nice pour jouer encore mieux que ça. Il le sait et vu le coach que c'est, je suis certain qu'il va arriver à faire mieux. Ça sera jamais du Favre. Il faut pas s'attendre à ça, je pense. Mais je pense que ça sera mieux que les quelques matchs où on a vu, où on s'est dit putain quand même des fois c'est pas. Voilà, moi je trouve sur ce mois de janvier, il y a vraiment une grosse progression dans la qualité, la qualité de jeu. On avait peur du redémarrage et tout, mais. Là, c'est vraiment bien aidé par un Kefren Turam et un Justin Kluivert qui portent vraiment, mais il n'y a pas que, on en a beaucoup parlé, l'implication de Dolberg aussi grandissante, la charnière centrale qui a un niveau stratosphérique, enfin un peu tout le monde, mais du coup je pense qu'aussi dans la mécanique de jeu, dans la fluidité du jeu, ça repose beaucoup sur les deux hommes que j'ai cités. Mais, messieurs, pour terminer sur les histoires de traitement médiatique, parce qu'on n'a pas non plus envie de donner beaucoup d'importance à ces gens-là, mais malgré tout, j'ai pas trop à cœur de me laisser pisser dessus sans rien dire avec le sourire, hein, donc on est quand même obligé d'en parler aussi. Voilà, donc ça c'était RMC. L'équipe du soir, vous allez retrouver les captures d'écran sur internet ou le replay sur leur site. Tu avais le menu, c'était Paris éliminé, Pochettino menacé, Messi versus Icardi, qui est le plus nul et tout. Tu n'avais pas un sujet sur Nice quand même, ce qui est assez exceptionnel, hein, parce qu'il y avait pas qu'une équipe sur le terrain. Surtout quand tu vois les stats que tu parlais tout à l'heure là, 45 matchs qu'ils n'avaient pas perdu à domicile, pas de but en Coupe de France depuis X temps. Je veux dire, tu fais quand même entre guillemets un petit exploit quoi pour un club qui est deuxième de Ligue 1, hein, donc oui. Voilà, en plus pas n'importe, enfin tu vois, ils sont pas fait taper par Quevilly ou je sais pas quoi au terme d'un match bizarre machin et tout. Enfin bon bref, voilà, un peu inexplicable. Et voilà, bon, et le traitement par RMC qui arrive une semaine, 10 jours après leur émission où ils expliquaient à coup de plein de fausses informations, notamment que à Nice le stade était vide, que personne n'aimait ça, que c'était une ville de vieux et tout ce que vous voulez. Voilà. Bon, après, le correspondant local de RMC ne trouve rien d'autre à nous répondre que on n'est pas là pour vous aimer, on est là pour faire notre travail objectif. Bon, on a évidemment pas trop la même notion d'objectivité voilà. Quand même, parce que voilà, là on est quand même. Dieu sait que je déteste le côté Nice dérange et je pense pas que ce soit ça non plus. Mais là, depuis ce qu'on se mange depuis le début de la saison, je vous refais le feuilleton, messieurs. Au mois de juin, les journalistes, notamment les salles canois de Canal+, qui nous expliquent que Galtier aller à Nice, c'est une régression, il ferait mieux d'aller à Lyon. Bon, on voit le résultat, deuxième, 11e, on va le rappeler quand même au classement. Le 22 août, les supporters niçois, c'est tous des nazis, on mérite tous d'aller en prison. Heureusement qu'au rugby, ça se passe mieux. Bon, encore une bagarre générale au rugby ce week-end, mais Madame la Ministre, je pense que vous regardez à peu près autant les matchs que vos dossiers de toute façon. Là, voilà, tu te manges à Nice, de toute façon c'est pas une ville de foot, parlons-en pendant 2 heures à quel point c'est une ville de merde et personne ne va au stade, très bien, et là on est une équipe qui insulte le football. Bon. Voilà, je sais pas ce qu'on a fait, enfin là on a quand même un karma dégueulasse, je veux dire, non, je sais pas dire arrêtez de vous acharner sur nous, mais bon. La meilleure réponse ça sera de faire une saison exceptionnelle, parce que si on continue comme ça, je pense qu'elle le sera probablement. Et voilà, moi je vais juste clôturer par rapport au traitement médiatique, après on passera sur un autre sujet, mais j'ai hâte de voir, je vais me délecter je pense si Paris fait quelque chose contre le Real ou s'ils font un match dégueulasse et qu'ils ramènent quelque chose en jouant de la pire des façons, parce que Paris, faut avouer, en ce moment leur jeu est dégueulasse, donc si ils ramènent quelque chose du Real en jouant dégueulasse, mais je vais me friser la moustache de voir Riolo dire quelque chose quoi. Lui qui a encensé un mec comme Simeone et qui trouve comme seul argument oui mais quand Nice aura deux finales de Ligue des Champions ils viendront parler. Mais je veux dire, Simeone c'est Galtier puissance 10 000 quoi. C'est-à-dire que les mecs c'est des charognards sur le terrain. Ça produit très peu de jeux, mais par contre les mecs s'ils peuvent aller tous à la guerre pour Simeone ils y vont quoi. Et le mec adore ça. Mais forcément, c'est Nice, ils viennent de taper son club de cœur. Donc, il faudrait demander à des journalistes sur des radios de grande écoute d'être objectifs, et je pense que c'est un petit peu compliqué pour leur petit cerveau.
Ouais, on ne peut que vous encourager à écouter des radios et des télés locales avec des journalistes tout aussi professionnels qui sont pas toujours supporters de l'OGC Nice en plus, hein, donc on peut pas soupçonner d'être partisans. Bon, ils le sont parfois, mais ça n'empêche pas, je pense, d'être objectif. On est quand même, donc je ne nous inclus pas dedans, hein, nous on est simple amateurs, mais bon, continuez à écouter Avantinissa, ça nous va très, ça nous va très bien. Vous pouvez écouter 100% Aiglon sur France Bleu Azur, vous pouvez regarder Cop Aiglon sur BFM TV si vous aimez un peu les shows de supporters. Vous avez le Club Pancho aussi sur Twitch, il y en a Tadot, il y a Tonissa sur YouTube. Voilà, j'en oublie sûrement. On embrasse un peu tous les créateurs de contenu de la communauté, et tous les journalistes locaux qui essaient de faire leur boulot, en tout cas du mieux possible. C'est pas toujours réussi. Des fois, on dit des grosses conneries, on se plante. Mais globalement, on a du plaisir à les écouter, à les regarder, à échanger avec eux. Et ben après, pour les non-journalistes comme nous aussi, on essaie forcément de faire de notre mieux sans prétention. Mais je pense qu'on peut difficilement nous accuser d'être malveillants, comme j'ai l'impression que là, les médias nationaux le sont avec nous, quoi. Parce qu'on passe derrière des grands clubs comme Paris, Marseille, tout ça, qui forcément font davantage d'audience que nous, je veux bien. Mais voilà, là, moi, je trouve que cette saison, on est quand même vraiment pas loin de l'acharnement sur l'OGC Nice. Ça commence à faire beaucoup. Bref, fermons la page médiatique si vous le voulez bien, si vous n'avez pas de dernier mot à dire là-dessus, et revenons au terrain, là où on a une brillante réussite. On rappelle cette qualification qui nous émeut tous et toutes. Donc voilà, on disait un OGC Nice qui collectivement progresse. Là, on a pu comparer directement avec un résultat similaire, mais un contenu vraiment différent avec ces 2-0-0 au parc. Moi, je trouve qu'on a vraiment montré quelque chose d'autre et qu'on a vraiment regardé le Paris Saint-Germain dans les yeux, qu'on aurait pu faire mieux avant, et que ça confirme vraiment nos progrès du mois de janvier où on a été ultra performant. Au final, on n'a que des victoires, donc à confirmer face à Clermont, mais on y reviendra également. Je voudrais qu'on parle un peu peut-être individuellement, donc on va pas faire le 11 ou les 16 guerriers comme disait Romain. On va commencer par le gros choix fort et gagnant de Christophe Galtier. C'est la titularisation de Marcin Bulka, donc le gardien de but prêté par le PSG, face à son ancien club qui n'avait qu'un seul match dans les gants. Pour l'instant, c'était face à Cholet, et qui sort. Donc oui, déjà une prestation dans le jeu très correcte, même s'il n'a pas eu besoin de s'employer plus que ça. Mais en plus de ça, une séance de penalty où il est décisif. On rappelle 2 arrêts. Certainement 2,5 même, parce qu'on sait qu'il y en a un qui passe sous le ventre. Je crois qu'il n'y a qu'un seul des 7 tirs où il ne plonge pas du bon côté. Donc vraiment, pas loin d'être l'homme du match, en tout cas l'homme décisif. Est-ce que, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur Marcin Bulka? Donc en tout cas que c'est une bonne pioche pour être le second couteau de Benitez pour cette année, à voir l'année prochaine. Mais moi, je l'ai trouvé déjà les 2 frappes que fait Paris, certes pas des monstres de frappe, mais déjà le ballon il reste ancré dans ses mains, quoi. Donc Ouais. donc voilà, pour un gardien qui joue pas beaucoup, mine de rien, peut-être que pour la confiance, vaut mieux la boxer ou quoi. Enfin après, j'ai jamais été gardien, mais là, franchement, déjà tu vois que le mec, bon voilà, il a confiance. Après le jeu au pied, je l'ai trouvé bon. Enfin voilà, serein et tout. Pas moins bon que Et Benitez de toute façon, hein. On sait qu'on a eu lacune là-dessus à ce poste, donc ouais, non, mais voilà, c'est ça. Donc, mais non, je l'ai trouvé pour un deuxième gardien, un mec qui, bah, c'était son deuxième match avec nous. Franchement, je l'ai trouvé bon. Et puis sur la séance de penalty, bah, de toute manière, hein, quand tu mesures quasiment 2 mètres, déjà, bah voilà, t'as moins besoin de pousser sur tes jambes. Et d'ailleurs, on l'a vu sur le penalty qui passe en dessous son ventre. Voilà, peut-être un gardien de 1,85 m, peut-être que celui-là, il l'arrête. il est arrivé la même Mais à Donnarumma aussi, hein. ouais, Un exactement, ouais, grand ouais. format Qui également, est mais immense juste aussi, ouais. après, il lui arrive la même chose, effectivement. Exactement, mais bon, franchement, il a été à la hauteur de l'événement, et je pense que de toute manière, c'était le choix qui s'imposait. Quand tu joues contre ton ancien club, forcément, tu as des choses à prouver, tu as des choses à démontrer, et il l'a parfaitement fait, je trouve, sur ce match. Cédric, au point de se poser la question déjà, bon, on est dans l'émotion, donc forcément, avec l'émotion, on a tendance à dire des conneries, hein, mais au point déjà de se poser la question de la levée de son option d'achat, parce qu'on a appris du coup juste avant le match, hein, dans la presse du matin, que son option d'achat ne s'élevait qu'à 2 millions d'euros. Donc bon, c'est une somme pour un gardien remplaçant, mais largement abordable, surtout quand on sait qu'on va devoir recruter 1 ou 2 gardiens l'été prochain. Sur ce genre de match et de performance, lui, il jouait peut-être aussi son avenir, tout simplement. On sait qu'un contrat de 4 ans l'attend à l'OGC Nice, si jamais le club et Marcin Bulka sont d'accord pour la levée de l'option d'achat. Là, on aurait plutôt tendance à pencher vers le oui, alors que jusque-là,
On se demandait, oui, Marcin Bulka, ça va dépanner cette saison, c'est toujours mieux que Ratiopi. Mais là, voilà, si on continue le parcours en Coupe de France avec des performances comme ça de Marcin Bulka, pourquoi pas au final? Ah oui, clairement, pourquoi pas. Ouais. À voir, il y a toujours il y a toujours à savoir si lui voudra une place de numéro 2, parce que si tu fais un énorme parcours en Coupe de France et qu'il est énorme jusqu'au bout, il va peut-être avoir d'autres prétentions et d'autres prétendants aussi. Donc il y a cette donnée-là à prendre en compte. Mais après, enfin, ça a l'air d'être un super mec. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est que on oublie quand même, malgré son physique impressionnant, mais il est très très jeune, hein, c'est quoi? C'est 21 ans, Bulka, j'ai un truc comme ça, si je dis pas de bêtises. Et son passage dans des très grands clubs aussi. Du coup, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il a une carrière monstrueuse derrière lui. Mais c'est ça, donc seulement 21 ans, il arrive comme ça, il joue contre son ancien club au Parc des Princes. C'est Paris en face qui rafle la plupart des coupes depuis des années. Il aurait pu un petit peu se liquéfier ou être moins en confiance que ça. Au final, j'ai l'impression qu'il a dégagé une confiance monstre. Il a permis à toute la défense de défendre sans regarder dans son dos en se disant putain, est-ce que derrière ça va tenir, quoi. C'est surtout ça qui est important, je pense. Et comme l'a dit Romain, sur les dès le début du match, sur les quelques frappes un peu lointaines, sur les quelques occasions qu'ils ont eues, pas dangereuses, mais il a capté tous ces ballons. Il a montré de suite à tout le monde qu'il était là. Et qu'il allait tenir la baraque quoi qu'il arrive. Donc après les tirs au but, c'est du bonus. Juste pour te corriger, ce que tu as dit, c'est 5 sur 7. Il part 5 fois du bon côté sur 7 penalty. C'est déjà pas mal, effectivement. Et du coup, je te corrige, il a 22 ans, voilà, pour la peine. Voilà. Retour d'amabilité. Exactement. Bon, ce qui n'enlève rien à nos analyses respectives. Bien sûr. Essayons d'être exact. Bon. Mais voilà, c'est pour moi c'est exactement. On parlait en début d'émission de tout ce qui est mentalité. Là, Romain parlait du groupe qui vit bien, tout ça. Je pense que c'est typiquement une recrue, surtout pour ce prix-là, où si lui veut rester, il faut même pas hésiter. Je pense. Ça a l'air d'être un mec au top. Il parle déjà français. Il s'entend super bien. Enfin, pour moi, tous les voyants sont ouverts avec un mec comme Bulka. Si demain Benitez venait, je lui souhaite pas, mais venait à se blesser et qu'on devait faire quelques matchs avec Bulka, je suis même pas sûr que je m'inquiéterais, quoi. Voilà. C'est l'exigence du plus haut niveau aussi, passage au Paris Saint-Germain, passage en post-formation à Chelsea, Châteauroux aussi, bon je déconne sur le dernier, mais bon bref, c'est quand même voilà, il apporte aussi peut-être une certaine exigence au quotidien que certains n'ont pas, même si bon, j'ai l'impression qu'au club, le nettoyage a quand même aussi beaucoup été fait de ce côté-là. On a de plus en plus d'immenses professionnels qui arrivent, et bon, c'est peut-être pas un hasard aussi si on arrive à de telles performances aujourd'hui. Romain, un dernier mot sur Bulka, ou on passe à la suite de nos héros d'hier soir? Non, tu peux passer à la suite. Ok, bon, je vais faire un petit plaisir, toujours en tout bien tout honneur, rassurez-vous, à Cédric. On va parler peut-être de ton joueur préféré, on va dire, d'un de tes joueurs préférés et d'un des meilleurs joueurs hier soir. Alors c'est peut-être pas l'aiglon du match, je suis désolé, mais encore auteur d'une prestation monstrueuse qui enterre définitivement la sordide comparaison avec William Saliba, et qui fait se poser la question de quand est-ce que Didier Deschamps va dénier la plaie. Est-ce qu'il va attendre, comme pour les autres joueurs, qu'il soit parti de l'OGC Nice? Je parle bien sûr de Jean-Claire Todibo, qui a été encore une fois monstrueux, qui a fait des attaquants parisiens ces choses, qui en plus s'est permis de gagner tous ses duels et de tirer son penalty plein centre en ricanant. Je veux dire, le mec est insolent de réussite, de tout, quoi. De A à Z. Le mec, voilà. il est complètement dilettante, et puis surtout il a un niveau, mais je vais vite fait passer un bonjour à Lauriane, qui est notre collègue qu'on apprécie, qui a marqué hier sur Twitter. Il faudrait se poser la question de savoir si Todibo il est humain, quoi. Mais c'est exactement ça. Le mec c'est une machine. Je veux dire, il est que très très peu en danger. Il est toujours bien placé. Quand il faut aller au contact, il va au contact. Quand il faut défendre debout, il défend debout. Hier, on le voit faire son tacle pour juste ce qu'il faut, sans agressivité, juste le tac qu'il faut, voilà. Enfin, c'est juste impressionnant, quoi. Donc, comme tu parlais tout à l'heure du fameux débat, parce que c'est la mode entre lui et Saliba, mais honnêtement, je regarde pas tous les matchs de Marseille, voire très très peu, parce que j'en ai absolument rien à cirer, mais pour moi, c'est
si Saliba est meilleur que lui, En je sais fait, pas où il il faut va faire une finir. charnière Saliba-Todibo en équipe de France. Dans ce cas-là, ça veut dire. Bon, Bah, c'est c'est ça. peut-être la charnière du futur. Après, on verra Voilà, bien. parce que si vraiment Saliba est meilleur que lui, qu'est-ce que ça doit être, quoi? Parce que Todibo, vraiment, pour moi, c'est impressionnant. Il y a pas d'autre mot, quoi. Dante non plus pas en reste. Hein. Ah bah. On va étendre ses compliments à la charnière centrale. Romain, un mot sur Todibo. Moi, il y a rien à dire de plus, hein. C'est assurance, en ce moment, en tout cas, c'est assurance tout risque, quoi. Avec les deux, bah, tu sais que tu peux mettre n'importe quel attaquant dans ta poche. Et puis voilà, et puis Todibo, de toute manière, il se sent trop bien dans le groupe. Ça se ressent sur le terrain. Enfin voilà, il y a que des ondes positives, donc ça peut amener que du positif. Et bon voilà, quand il y a ce niveau en défense centrale, tu peux aller loin. Et en plus, messieurs, je vais quand même rajouter une information, une anecdote importante en tout cas, c'est que contrairement à d'autres joueurs de l'effectif, Todibo garde le même niveau quelle que soit sa coupe de cheveux. Et pourtant, il a changé vraiment souvent, C'est ça. mais lui, il a son C'est vrai. prime, que ce soit avec, sans les tresses, tout. Voilà. Peut-être parce qu'il est né un 30 décembre, je suis pas sûr. Mais Ouais, c'est l'élite du coup qui est né le 30 décembre, c'est ça? ouais. Bah, moi, je change pas de coupe de cheveux tous les 15 du mois, Non, mais, c'est vrai, c'est vrai. Tu as eu d'autres transformations récemment, mais bon, mais pas capillaire en tout cas. ça n'a aucun sens. Pour les gens qui ne t'ont pas croisé récemment, ils doivent se dire, hein, de quoi il parle Ouais, encore de quoi il parle. Ah, Voilà, c'est ouais, rien. bon. C'est tout. Passons rapidement à autre chose. Jordan, à ma vie, on en a un peu parlé. Est-ce que vous voulez parler un peu du poste de latéral droit? Je suis pas sûr qu'il y ait grand chose de plus à dire sur Jordan Lotomba que ce qu'on a déjà dit C'est ça. de nombreuses fois, mais bon, je voudrais pas qu'on fasse exprès de le zapper. Romain, peut-être quelques mots sur Non, Lotomba ou inutile d'en parler plus. non, voilà. Après, Ok. il a pas été transcendant, il a pas été mauvais. Voilà, il tient son rôle de doublure. Voilà. Ouais. Moi, Surtout que si on a une doublure à ce niveau-là, perso, hein, ça me va, ça va. Ok. Surtout qu'au final, l'entrée de Youssef Attal n'a pas franchement été Non, bonne. pas Il très passe même, convaincante. il passe même pas très loin du carton rouge, hein, du coup, sur cette Ouais, action ouais. à Mm. 99 mètres de nos cages où il décide voilà, De Exactement. prendre le ballon avec les mains. jouer l'anti-jeu, tout ça. Bon, bah, au moins c'est passé, écoute. Mais voilà, après, il marque son tir au but. C'est ce qu'il faut retenir. Mm. Parlons plutôt du milieu de terrain, parce que il est peut-être là, en fait, les glons du match. Vous allez me dire si vous êtes d'accord. Encore une prestation XXL de Kefren Turam, vraiment. Je pense qu'il a mangé, il a aspiré de nombreuses âmes au parc, Dont au celle Parc des d'Herrera Princes, d'ailleurs. dont celle Ouais. d'Herrera qui est sortie à la mi-temps. Du coup, le mec vexé, enfin, il allait pleurer chez sa Qui est mère, allé à la peut-être, je douche. sais pas, mais ouais, il allait à la douche directement. Plus vite qu'Hassan Kamara, pardon. Du coup, vraiment un match stratosphérique dans la lignée de ce qu'il a fait au mois de janvier, mais face à un adversaire encore plus fort que les équipes qu'on a pu rencontrer en Ligue 1, mais vraiment il aura tout fait, il a vraiment joué en véritable box-to-box, il n'a pas hésité, et c'était peut-être le seul frein qu'on avait encore avec Kefren Turam, mais là il n'a pas hésité du tout à se projeter vers l'avant. On l'a vu faire des chevauchées à grandes enjambées, vraiment apporter le danger, jouer quasiment en rôle de numéro 10 des fois. Est-ce que finalement, on a longtemps dit dans la saison que le titulaire indiscutable c'était Mario Lemina. Est-ce qu'aujourd'hui, en fait, c'est pas Kefren Turam qui devient le premier nom à coucher sur la feuille de match au milieu de terrain? Vas-y, Alors Romain. moi franchement, je vais être honnête, j'ai eu un peu peur quand j'ai vu le milieu de terrain annoncé. Avec Morgan Schneiderlin, on Euh, est obligé d'en parler, sinon ouais, Brice va nous couper le budget pour l'émission. Donc, ouais, Brice, on a voilà. parlé de Morgan, Il va fermer rassure-toi. les vannes. Voilà, ne nous enferme Mais pas dans le studio, merci. non, j'avais un petit peu peur qu'on se fasse manger. Et au final, bon bah au final oui, on les a mangés au niveau du milieu de terrain. Et franchement après Thuram, bah au fil des matchs, ouais, il s'impose comme le mec pour moi. Et je l'avais dit dans la dernière émission, le mec qui nous manque pour les transitions qu'on fait les transitions rapides, parce qu'il est là, il peut récupérer et puis il peut t'amener ce surnombre offensivement par ses chevauchés, et puis techniquement il est quand même assez habile. Donc et je maintiens que contre des blocs bas, comme on va en rencontrer, il va nous être d'une utilité folle. Et maintenant, à savoir entre Lemina et Thuram, si je dois faire un choix, je pourrais pas le faire là ce soir, parce que voilà. Ah, ils peuvent jouer les deux Mais ensemble. ouais, bah ouais. Après, c'est possible, hein, mais c'est vrai que Lemina doit apporter
ce qu'apporte Thuram. Et enfin, tu vois, pour moi, c'est un peu il devrait avoir un peu le même rôle. Quel luxe d'avoir ce choix, hein, en attendant. Ouais, Avec en exactement. plus la blessure de Pablo Rosario, malheureusement, qui avait fait un très très bon mois de janvier. Là, en fait, tu as un Thuram stratosphérique, un Lemina qui est de toute façon Mario Lemina, hein, qui n'a Mm, pas changé. Il faut dire qu'il s'est pas trop usé non plus à la CAN, hein, malgré tout. Et un Morgan mm. Schneiderlin, parce que voilà, encore une fois, Brice, ne Qui t'inquiète pas, renaît. voilà, qui renaît de ses cendres, tel le phénix. Mm. J'en fais beaucoup trop, mais bon, c'est l'avenir de l'émission qui en dépend, messieurs. Morgan Schneiderlin qui représente aujourd'hui vraiment une véritable solution en Option. fait. Mm. T'as eu peut-être un peu peur parce que c'était Paris en face, mais si face à Clermont on t'aligne un milieu Schneiderlin-Thuram, tu Non, trembles c'est pas, vrai, tu c'est vrai. dis ouais, j'ai Mm. bien envie de voir ça. Bah, C'est surtout vrai, que là, c'est vrai. t'as 4 milieux de terrain potentiellement à un niveau meilleur que beaucoup de milieux de terrain de Ligue 1, même titulaire, tu vois, comme tu disais tout à l'heure, même si là actuellement on saurait même pas dire qui sont les backups de qui en fait, mais t'as 4 milieux de terrain d'un niveau très très bon. Et Sachant que tu as voilà, un Claude Maurice que tu ne fais pas jouer dans l'axe, tu as Boudaoui bah, qui t'as peut Boudaoui un qui joue jour à droite. reprendre aussi. Enfin voilà, tu as. Non, non, mais c'est assez impressionnant. Et pour revenir sur Thuram, bon, on connaissait son niveau, on en attendait plus. Hein, on savait qu'il avait quelques lacunes dues à sa jeunesse. C'était totalement normal. Hein, les quelques petites critiques qu'on avait à son sujet, elles étaient fondées, mais elles étaient liées à sa jeunesse, quoi. Mais là, je trouve il a une progression ces derniers temps là, de match en match où vraiment, moi, il m'impressionne. Il m'impressionne. Il joue juste. Il a une facilité. T'as l'impression qu'à côté, enfin hier c'est Paris quand même. À côté, t'as des mecs comme Verratti, t'as un Danilo Pereira qui est abominable balle au pied, mais je veux dire physiquement c'est un bébé quand même, tu vois. T'as l'impression que hier sur 2-3 percées au milieu de terrain, t'as l'impression qu'à côté ils sont arrêtés quoi. Thuram il a une faculté à s'élancer comme ça avec ses grandes jambes et tout, à perforer des lignes. C'est assez impressionnant je trouve. Donc tu parlais tout à l'heure Sky de est-ce que c'est le premier nom à coucher sur le tableau quand tu fais ton 11. Je sais pas si c'est le premier, mais en tout cas pour moi actuellement là ça me paraît compliqué de se dire qu'il faut Impossible. sortir Thuram du 11 quoi. Impossible, sauf pour du turnover physique ou quoi que ce soit, parce qu'on n'est pas à l'entraînement toute la semaine, mais pour des raisons Bien sûr. sportives, impossible de le sortir du 11. Après, on a la chance, comme tu as dit, d'avoir une densité folle et tu peux le faire jouer 1 heure de jeu. Et si derrière, tu fais rentrer un Schneiderlin ou un Lemina, t'imagines l'effet psychologique aussi sur l'adversaire, quoi. Tu te dis, putain, Ouais, ça arrête jamais quoi. et car ça arrête jamais, quoi. Là, Maintenant que le mec, il m'a usé à en courir après lui, je vais avoir le gros bœuf musclé là qui va me foutre des coups de cuisse géantes pour m'achever. Enfin bon, voilà, c'est vraiment une chance quoi. Mais on l'avait dit déjà lors du mercato d'été aussi que c'était important de le garder. On avait dit que c'était vraiment la concurrence du milieu de terrain qui allait bonifier tout le monde. Ils ont eu tous un peu des hauts et des bas. Ça a été compliqué pour Rosario, ça a été compliqué pour Schneiderlin. Ils sont tous revenus à un excellent niveau. Thuram est en train de faire peut-être les meilleures rencontres de sa carrière à l'OGC Nice. Et voilà. Il n'a que 20 ans, il va faire 21 ans le mois prochain également. Hein. Donc bon, ça laisse espérer beaucoup de belles choses. J'espère qu'au niveau contrat, on est prêt aussi pour ne pas le voir partir un peu libre ou pour une somme modique dans les prochains mois, les prochaines années. Un autre joueur qui a vraiment, je trouve, en tout cas ce n'est que mon avis, et je vous invite à me contredire ou à ajouter des joueurs que j'aurais pu oublier, hein, mais un autre joueur qui a vraiment été impressionnant, et là aussi ce n'est pas vraiment une surprise puisqu'il nous gâte depuis le mois de décembre maintenant, c'est Justin Kluivert. Donc j'en profite d'avoir la main et la parole sur le dossier de Justin Kluivert pour un peu préciser, parce que ça fait partie des informations qu'on a eues en fin de mercato aussi, les conditions de son option d'achat qui se montent aux environs de 15 millions d'euros. Deux conditions à respecter, les deux, hein, elles sont pas exclusives l'une de l'autre, les deux deux. conditions incompréhensibles en plus. Alors bon, l'une, la Non, qualification oui, de l'OGC Nice pour la Coupe d'Europe, pour une Coupe d'Europe en tout cas, c'est assez facile à comprendre. Et pour l'instant, on va toucher du bois et ne pas se porter l'œil, c'est quand même bien parti, on est dans les meilleures positions pour ça. La deuxième que j'ai essayé de rédiger dans mon tweet de la façon la plus intelligible possible, mais que personne n'a compris. Je suis désolé, j'ai failli à ma mission. Il faut que Justin Kluivert joue au moins 50% des matchs de l'OGC Nice, toutes compétitions confondues, bien entendu. Et pour qu'un match compte comme joué, il faut que Justin Kluivert dispute au moins 45 minutes de cette rencontre. Donc hier, par exemple, où il a joué
plus qu'une mi-temps, ça comptait comme un match dans le total des 50%. Les matchs, notamment à l'automne où il revenait de blessure, où il est rentré 10 minutes à la fin, par exemple, ça ne compte pas. Voilà. J'espère que ça a été un peu plus intelligible du coup. En gros, si on joue 40 matchs dans la saison, il faut qu'il en joue 20 et que dans ces 20, il ait au moins participé à 45 minutes. Quoi. Exactement, c'est ça. C'est encore mieux expliqué de cette façon. J'ai plus le chiffre exact, Bravo. mais je vais le retrouver pendant que vous donnez votre avis là-dessus. On n'est pas tout à fait aux 50% pour l'instant, mais en même temps, il y a eu 2 mois de blessure, donc c'est logique. Et là, a priori, je vais vous faire le compte exact pendant que je suis, sur le dossier. Je vous laisse me dire qu'est-ce que vous avez pensé de l'apport de Justin Kluivert du coup sur cette rencontre hier. Kluivert, pour l'instant, il est en train de montrer ce qu'on attendait de lui. Et voilà, moi, je vais me répéter par rapport à ce que j'avais dit sur une des émissions précédentes, où la seule interrogation pour moi concernant son option d'achat et concernant tout ce qui va suivre pour lui, ça allait être le facteur physique. S'il est capable de maintenir ce niveau de jeu, parce que il est pas seulement bon offensivement, hein. Hier on l'a vu faire 2-3 retours où il prend le ballon un peu comme ça en filou devant Messi, devant des mecs comme ça, parce qu'il arrive un peu à se faufiler derrière eux. Il a un coffre physique assez impressionnant. Il a l'air en plus de pouvoir enchaîner les matchs, parce qu'il les enchaîne assez violemment, et si je dis pas de bêtises, je crois qu'il sort quasiment très peu. Donc si le facteur physique dont on parlait arrive à tenir le concernant, je pense qu'on que 15 a millions tout d'euros, intérêt c'est largement largement abordable. abordable. Ouais. Quand tu Ah penses oui, que on a c'est ce que tout tu as mis intérêt à le sur Claude faire. Maurice, effectivement. Alors, Et sur Stengs aussi. Romain, avant de te donner la parole, du coup, avec le match de Paris, c'est 11 matchs sur les 24 disputés par l'OGC Nice cette saison qui ont été validés par l'histoire des 45 minutes par Justin Kluivert. Donc, on est à un match de la moitié. Donc, en fait, il faut grosso modo qu'il joue un match sur 2 jusqu'à la fin de la saison, minimum, pour que l'option d'achat devienne une obligation. Parce que voilà, je me lançais dans ces explications, j'aurais pu commencer par le début. En fait, si jamais Kluivert ne joue pas ses 50% de match, le OGC Nice a toujours la possibilité, s'il le souhaite, de lever l'option d'achat. Après, s'il joue moins d'un match sur 2 jusqu'à la fin de la saison, c'est peut-être qu'il est fragile et qu'il vaut mieux éviter d'investir dessus, mais c'est un autre débat. Par contre, s'il respecte cette condition-là de un match sur 2 jusqu'à la fin de la saison, et dans ce cas-là, l'option d'achat devient obligatoire et le OGC Nice devra verser ses 15 millions d'euros. Donc, selon les versions, c'est 1 million de prépayants et 14 millions d'options, 15 millions, voilà, mais bon, on chipote, pour que Justin Kluivert devienne de façon permanente un joueur de l'OGC Nice. Romain, qu'est-ce que tu as pensé de l'apport du néerlandais volant, du coup, sur son côté hier? Non, Kluivert, pour moi, c'est ton détonateur, hein. Et c'est lui qui te dynamite un peu l'attaque, parce que par sa technique, sa vitesse, et comme dit Cédric, en plus il a un coffre, franchement je pensais pas, hein, qu'il avait un coffre aussi volumineux. On avait l'image de ce joueur un peu fragile, tu sais, tous ces ailiers qu'on a du mal à avoir joué plus de 60 minutes dans un match et un peu blessé souvent aux adducteurs, mais en fait pas du tout. Mais pas du tout. Sa régularité aussi. Depuis décembre. Mais c'est vrai que depuis décembre. Ouais, je parle depuis qu'il a eu de blessure. C'est vrai que j'ai pas souvenir d'un match où on a pu dire là que Kluivert il est un peu passé à travers, on l'a pas trop vu quoi. Ou en fin de match il est cramé, il faut le faire souffler. Enfin, tu vois, c'est pas quelque chose qu'on sait. Non mais exactement. Donc après, moi je suis agréablement surpris parce que il est dans le rôle qu'on attendait, que Galtier attendait. Je sais qu'il avait un peu énervé Galtier en début de saison. Mais aujourd'hui, je pense que on est en train de voir tout le potentiel de Kluivert et de le revoir à un niveau qu'il avait peut-être à l'Ajax. Mais quand on voit ces changements de direction, au bout d'un moment, Verratti, il est parti sur les Champs-Élysées, Kluivert était à la Tour Eiffel. C'est un truc de fou, quoi. Il a une percussion et des appuis, c'est de la folie. Sur les premiers mètres comme ça, j'ai pas souvenir de, même pas qu'à Nice, hein, mais j'ai rarement vu un joueur si rapide quand même. Sur les premiers mètres comme ça, il a une explosivité. C'est hallucinant quand même. Ouais. Et tant mieux, du coup, il est à Nice, donc c'est parfait. Donc je valide son achat. Ok, très bien. On va espérer. Voilà, je pense que là, à moins d'une catastrophe, la seule condition vraiment pour se poser la question de l'avenir de Justin Kluivert à l'OGC Nice, c'est de savoir si physiquement il se répète pas pour 2 mois ce qui lui avait fait rater. Je crois 8 matchs, j'avais compté hier en refaisant le décompte pour ce fameux tweet alambiqué. Donc voilà.
écoutez, si jamais le physique tient et qu'en plus les performances continuent comme ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on trouve à redire là-dessus pour une somme qui, au final, ma foi, n'est pas non plus extrêmement élevée pour un jeune joueur dans ce secteur-là du jeu. Messieurs, Exactement. moi de mon côté, j'ai un peu fini de parler des joueurs dont j'avais envie de parler. Après, c'est une émission collaborative, participative. Est-ce qu'il y a un joueur dont vous aimeriez spécialement aborder le cas sur cette rencontre? Alors, ils ont tous très bien joué. C'est pas parce que j'en parle pas que je dénigre leur performance, mais voilà. Est-ce que vous avez quelque chose d'intéressant, de constructif à dire sur un joueur en particulier? Moi, oui. Moi, au niveau, après, peut-être qu'il y en a qui vont dire que je fais une fixette, mais pas du tout. Mais Delors. Delors, je trouve que il t'amène de moins en moins quand il rentre. Donc peut-être qu'il est un peu en perte de confiance, peut-être que je sais pas, mais je le trouve. Après, on sait très bien que c'est pas un joueur qui est ultra technique, etc. Mais je sais pas, je le trouve brouillon et j'ai l'impression que des fois il fait pas forcément les bons choix, donc et qu'il est peut-être un peu plus sur pas la défensive, mais je sais pas, je le sens un peu plus, je sais pas comment dire, nerveux, voilà, un peu plus nerveux. Donc après peut-être que c'est juste un sentiment que voilà que Bon, je partage tout exacerbé seul, hein. probablement par son penalty raté, hein, qui n'est pas très bien tiré, même si bon, Donnarumma a le mérite de partir du bon côté, effectivement. Mais Mhm. Après voilà, hein, même en occultant le penalty, hein. hmm. Mais disons que ça a parachevé pour moi une rentrée très brouillon, voilà. Très honnêtement, alors je sais que je suis de mauvaise foi sur le sujet, hein, vous m'en excuserez, vous avez compris que je ne suis pas un grand reporter à RMC, hein. Moi je trouve très honnêtement, et peut-être que Cédric, qui lui est d'une objectivité totale, va me corriger, mais je trouve pas qu'il ait apporté autre chose que de la fraîcheur physique au remplacement en fait de Dolberg. Je trouve que Dolberg a eu un match ingrat parce qu'il était bousculé dans les duels, il était beaucoup utilisé comme point de fixation pour remonter le bloc, il s'est pas franchement procuré d'occasion dans son rôle de buteur. Mais je trouve qu'il a eu un travail ingrat et utile. Andy Delors l'a plus ou moins effectué. Allez, je veux bien aller jusqu'à dire qu'il a essayé de faire le même travail, même si du coup il y en avait moins en fin de match où Paris était un peu plus aux avant-postes. Mais en fait, j'ai pas l'impression qu'il ait apporté quelque chose de plus. Et mon manque d'objectivité sur Dolberg me laisserait même penser qu'il a peut-être moins apporté. Donc il a eu le mérite peut-être de reposer un peu Dolberg pour le match de dimanche prochain. Mais dans le jeu, j'ai pas trouvé que que son entrée ait été une plus-value, voire même le contraire. Mhm. Après, hier, alors je vais pas forcément le défendre ou forcément lui tomber dessus à Delors, mais hier, il rentre à la 62e dans un match où c'était déjà un petit peu la guerre et il rentre dans un match où c'est un peu la bataille, quoi. Je pense que c'est un petit peu compliqué malgré sa grinta, son envie, tout ce que tu veux. Après, je vais pas parler du penalty parce que malheureusement les tirs au but, c'est voilà, pour moi, il est pas bien tiré son penalty. Il est tout en force, mais à mi-hauteur et pas hyper bien placé, donc c'est entre guillemets un peu du gâteau pour le gardien s'il part du bon côté. Mais je pense que je réémettrai entre guillemets un jugement sur Delors quand il refera un petit peu un match en tant que titulaire en fait. Oui, un Là, match où il peut là, apporter quelque chose. Là, à part aller au combat, c'est vrai qu'on ne pouvait pas attendre grand-chose voilà, de lui, quoi. là, c'est compliqué parce que je suis très content de l'association d'Olberg-Guiri en tant que titulaire, hein. Moi, comme l'avait dit Romain, comme tu l'avais dit Sky aussi, je pense que c'est la doublette la plus complémentaire et celle qu'on doit associer le plus souvent. Tu te souviens de tous ces numéros de podcast lors des précédentes saisons, on l'avait appelé, on l'avait souhaité cette association, et ça y est, mais elle est là, ouf, et hein. en fait, c'est le plaisir de dire qu'on avait un petit peu raison aussi, des fois ça arrive. C'est ça. Mais voilà, du coup, là, je pense que c'est un petit peu compliqué de juger Delors parce qu'il enchaîne les bouts de match à coup de 20 minutes. Donc, je pense que ça doit peut-être un peu être compliqué pour lui aussi. Même si ça doit être un battant et il n'y a aucun doute là-dessus. Mais j'ai envie de le rejuger au moment où il fera peut-être un match un peu plus plein, où il aura peut-être 90 minutes pour se démontrer, pour montrer qu'il peut toujours vraiment apporter quelque chose avant de dire quoi que ce soit. Écoute, tu n'as pas cherché à le défendre particulièrement, mais je trouve qu'avec ton éclairage, ça me fait revoir aussi un peu à la baisse, peut-être mon exigence, mon amertume jugement. envers mon jugement Ouais. envers Andy Delors hier. Effectivement, c'était quand même pas lui rendre service non plus de rentrer dans
dans c'est pas ce faux. match. Bon, Romain a parlé de Andy Dehors. Est-ce qu'il y avait un autre joueur, Romain, dont tu voulais t'exprimer particulièrement ou pas c'est pas obligé, mais j'ai juste pas envie d'être le grand censeur de Mm. l'émission. Non, non, non. Après, bon, Agüero, après il est essentiel dans notre jeu. Mais ça, on l'a toujours dit, même si des fois il a des choix qui sont un peu bizarres. Et des fois, Rien de très nouveau par rapport au match, aux voilà, précédentes rencontres au voilà. final. Après, tu sais que voilà, au bout d'un moment, il te fait une passe. Bah, c'est lui qui fait la passe pour Kluivert quand il part tout seul. Bon bah voilà, il a un éclair et des joueurs comme ça, t'en as besoin obligatoirement. Donc voilà. Cédric, un Donc mot sur personne. un joueur que j'aurais omis de citer, de féliciter. Non, non, non. Je pense qu'on a fait un tour assez large. Voilà, revenir, voilà, remettre juste un petit point sur la doublette du milieu que j'ai trouvé très très bonne. Tout à l'heure, on parlait de si on s'était dit peut-être en début de saison ou cet été qu'on jouerait à Paris avec Thuram, Schneiderlin titulaire. Ouais. Peut-être qu'on aurait eu les poils qui se seraient un petit peu hérissés. Et au final, j'ai trouvé que ça a peut-être été avec Dante Todibo la doublette la plus impressionnante hier sur ce match, on va dire. Donc voilà, juste un point sur ça, mais sinon rien de plus. Très bien. On va conclure, messieurs, sur le tirage au sort qui a eu lieu, certes, avant la rencontre, Eh mais oui. qui, du coup, on se projette sur la suite. Le tirage au sort, le hasard, les boules chaudes de France Télévisions et de Philippe Candeloro, et j'ai plein d'images sales qui me viennent dans la tête. Les D'ailleurs, bouches chaudes c'était de ça. Candeloro, c'est Alors, je vais prendre un Doliprane et une douche. Bref, qui nous ont du coup désigné adversaires de l'Olympique de Marseille. Encore une fois, décidément, ce sera la troisième confrontation de la saison entre les deux équipes en attendant le déplacement au Vélodrome le 20 mars. Ce sera à nouveau à l'Alliance Riviera, du coup bis repetita du 22 août avec du coup les événements qu'on ne vous rappellera pas. Le match aura lieu le mercredi 9 février à 21h15. Ce sera encore l'affiche du coup de la journée de coupe de France. Ça arrive vite, c'est déjà la semaine prochaine. Quand vous écouterez ce podcast, vous aurez probablement un peu plus de détails sur la billetterie que nous. On sait, en tout cas le club l'a confirmé, premier match de coupe à domicile, invitation des abonnés. C'est un très beau geste de l'OGC Nice d'avoir confirmé cet engagement compte tenu de l'affiche et du coup du quart de finale quand même. On est assez avancé dans la compétition désormais. Donc les abonnés seront invités. Voilà, reste à voir si on devra télécharger une place, si les cartes d'abonnement seront activées, tout ça. Le club communiquera dans les prochains jours, on n'en doute pas. Bon, messieurs, je vais même pas vous orienter en fait. Qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce que vous pensez de ce tirage qui est d'un match qui arrive au final très très vite puisqu'on est là au jour où on enregistre, on est à 8 jours déjà de ce quart de finale et du coup d'un nouvel affrontement fort en émotion. Moi, juste avant de laisser la parole à Romain, je vais juste quand même dire potentiellement quand même sur 3 tours de Coupe de France, on a potentiellement pris Lyon, Paris, Marseille quand même à la suite. Voilà. Et je tiens à dire que si la compétition continue, il y a encore Monaco et Bastia. Donc on pourrait, dans le cas parfait, se faire un grand parcours, mais alors vraiment exceptionnel. Et après, on n'aurait plus qu'à défiler à Cannes, Coubertin, un peu avec la coupe, tu vois, pour faire Ça, la en totale. passant par Mais, Toulon, voilà, en passant par exactement. Toulon et voilà, on est magnifique. Mais voilà, c'était juste pour dire quand même on fait Les souvent boules les chaudes de parados, putain, Candeloro, du coup, voilà, on prend que des Ligue 1, des trucs comme ça et tout machin, mais quand même là sur 3 tours, bon, si tu vas au bout, on pourra dire au moins on a fait, c'est pas comme en 97 où on a pu se dire on avait joué Guingamp, enfin on avait joué Laval et compagnie. ouais, Guingamp, c'est peut-être une des meilleures équipes qu'on a joué en 97. Ouais, non, mais c'est pour ça, j'ai pensé de suite à la finale, mais on avait joué Laval, des clubs comme ça. Là, si tu vas au bout, tu pourras dire quand même que t'as tapé potentiellement que des possibles vainqueurs de coupe. Donc les tirages ne nous aident pas, mais on est l'OGC Nice cette année, donc voilà. Romain. Moi, ravi. Voilà. J'avais dit à certains que on se taperait Marseille ou Monaco et pour une finale au Stade de France contre Marseille ou Monaco. Donc moi je pense que Marseille c'est un excellent tirage en plus à la maison. Ça va permettre de remettre l'église au milieu du village et de montrer à tout le monde que le match aller qu'on perd sur tapis vert, enfin qu'on perd, pardon, on a fait un match nul après, mais pour moi c'est une défaite, mais le match aller, quand on les a maîtrisés, on les maîtrisera encore
une seconde fois, même une troisième fois. Et je pense que cette défaite, elle va leur faire mal parce que voilà. Mais je suis très content. Voilà, je suis On très est content. d'accord, Romain, et Cédric, et aussi évidemment, l'enjeu, il est colossal, je veux dire, avec tous les événements qui se sont passés cette saison, cette course à la deuxième place, d'ailleurs, qui continue ce soir. Hein, quand vous écouterez ce podcast, le match en retard Lyon-Marseille aura déjà commencé, très probablement. Donc, vous en saurez également plus sur le classement de l'OM. Mais voilà, ce mano à mano entre Nice et Marseille pour la deuxième place, les événements du 22 août et les semaines qui ont suivi, là, une place en demi-finale de Coupe de France qui se joue sur cette rencontre. Je veux dire, rarement un Nice-Marseille aura eu autant d'enjeux, aura autant senti la poudre. Alors c'est aussi pour ces moments-là qu'on aime le foot, qu'on aime le l'OGC Nice, qu'on a envie de vivre. Mais l'enjeu est colossal parce que si jamais tu bats Marseille, tu te fais une place en demi-finale et tu as un tableau extrêmement ouvert pour aller au bout, même si c'est la splendeur de la coupe, tout peut arriver face à n'importe quelle équipe. Puis on est l'OGC Nice, on peut se faire sortir par Bergerac après avoir tapé Paris et Marseille, bien entendu. Mais voilà, on va éviter de se rappeler Vannes, quoi. Tu t'ouvres la porte en grand vers un titre après 25 ans à en être sevré. Mais par contre, si tu perds ce match, bah, tu t'ouvres les veines déjà pour commencer, et puis avec l'impact psychologique que ça peut avoir pour ce mano à mano pour la suite de la saison. Donc voilà, sans rajouter de pression, moi rien que d'en parler, j'ai déjà un peu les jambes qui tremblent de dire. J'ai un peu hâte aussi, hein, quand même. Voilà. T'as hâte sans avoir hâte parce que tu te dis tu joues tellement de trucs, tu joues ta face vers tes collègues de boulot, tu joues la haine médiatique qu'on a eue, joues de la tranquillité sur les réseaux sociaux pendant des années, tu joues peut-être ta qualification en Ligue des Champions, un trophée que t'as pas eu depuis 25 ans. Enfin, tu joues tellement de choses en fait sur cette rencontre. Mais du coup, la question que je vais vous poser, Romain l'a plus ou moins répondu, mais toi, Sky, t'es optimiste ou pas du coup? Si vraiment en étant objectif sur le terrain, sur le résultat, optimiste ou pas? Moi, je pense que c'est 50-50, très honnêtement. Ah ouais. Je sais pas si ça fait du coup de moi quelqu'un d'optimiste, tu vois, mais moi je pense pas. Tu fais ton Suisse, quoi. Non, mais je pense pas qu'on sera favori et je pense pas que Marseille non plus soit favori. Enfin, c'est deux équipes qui sont quand même relativement dans la même dynamique ces dernières semaines. À voir ce que apportera le match ce soir face à Lyon et le match de ce week-end de Marseille aussi, mais voilà. Et on sait aussi qu'on a quand même tendance à mieux réussir à l'extérieur qu'à la maison. Donc je dis pas que j'aurais préféré le tirage au Vélodrome, hein, bien au contraire, mais voilà, à voir aussi ce qu'on propose face à Clermont ce week-end. Est-ce qu'on s'est définitivement réconcilié avec l'Alliance Riviera ou pas? Mais voilà, pour moi c'est vraiment, ça va être un indicateur. Voilà, c'est 50-50 mais je trouve qu'on joue quelque chose de tellement énorme que. Ouais, voilà. Non, mais clairement, c'est ça. Tu t'as parlé de Clermont. Après, on va clôturer aussi l'émission, hein, mais je pense que Clermont va être déjà un premier indicateur de quel bien a fait le match à Paris au niveau du groupe déjà. Et après, pour rapidement donner mon avis sur le match, le quart de finale contre Marseille, je pense que collectivement on est plus fort. Je pense qu'on peut, si tu prends en compte tes 16-17 joueurs qui peuvent intégrer ton 11 à n'importe quel moment, je pense que sur ça on est plus fort qu'eux. Après sur un match, voilà, je vais pas sortir une phrase bateau. C'est la magie de la coupe. Sur un match, tout peut arriver. Voilà. Je prends c'est moi qui prends le bateau. Voilà, pour la peine. Allez, ça va. Écoutez, on va clôturer cette émission. C'est 90 minutes plus, donc j'espère qu'on a été ne serait-ce que 1% au niveau de l'OGC Nice hier sur les 90 minutes jouées au Parc des Princes. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On va vous rappeler tous au stade face à Clermont ce week-end. C'est vraiment très important. Je pense, si cette équipe, il y avait encore des doutes sur le fait qu'il mérite un stade plein, ils étaient deuxième de Ligue 1 maintenant, en plus d'être deuxième de Ligue 1, ils sont qualifiés pour la suite de la compétition en Coupe de France en ayant sorti le Paris Saint-Germain, invaincu depuis de nombreuses années sur leur terrain. Je veux dire, là les gars, les filles, les chiens, ce que vous voulez, là il faut y aller au stade, hein. Vraiment vous emmenez vos frères, vos sœurs, vos grands-mères, vos parents, vous emmenez n'importe qui. Il faut que tous les amateurs, tous les supporters de l'OGC Nice soient au stade, même si c'est clairement, on s'en fout de l'adversaire. Je pense que l'équipe et les joueurs méritent vraiment un stade plein. Et autopasse décisive du coup à la Kefren Turam.
on organise un concours avec Avantinissa sur notre compte Twitter. On vous fait gagner 2 places pour cette rencontre, donc un concours RT plus follow extrêmement classique. Vous allez suivre le compte d'Avantinissa, vous retweetez le tweet que je vais épingler de ce pas en direct. C'est magnifique la technologie et la magie du faux direct, pour que vous le retrouviez plus facilement. Mais voilà, n'hésitez pas à jouer. Si jamais vous avez la chance de gagner, tant mieux. Après, si vous n'avez pas la chance de gagner, le club fait suffisamment d'offres. Il y a des doubles tickets enfants avec le cinéma, il y a des promotions. Les places ne sont quand même pas si chères que ça, donc il faut vraiment qu'on se motive les tous, deux que matchs tout qui le arrivent peuple là, niçois aille dans les 2 matchs qui arrivent, soit les plus nombreux au stade pour faire vraiment franchir un cap à cette équipe, parce que franchement, ça peut donner quelque chose de vraiment d'immense pour la suite de la saison. Messieurs, merci d'avoir été avec moi dans cette émission. Merci de votre présence, de votre fidélité. Merci à nos auditeurs, nos auditrices. Je pense qu'on a été au niveau de notre OGC Nice adoré, qui a été plus que au-delà de nos espoirs hier avec cette rencontre face à Paris. On vous retrouve très rapidement, parce que du coup, match en semaine oblige. Là, la suite, ça arrive dimanche. Donc, on va essayer d'enregistrer le plus tôt possible, probablement lundi prochain, afin de faire vivre un peu le podcast jusqu'avant le match, le mercredi face à l'Olympique de Marseille. Là, on a vraiment 10 jours de folie qui nous attendent, qui peuvent transformer la phase de la saison. On a hâte d'y être, comme dirait notre ami Cédric. Bonne soirée à tous, merci de nous avoir écoutés, et Issa Nissa.